suis très heureux d'avoir à mes côtés Pascal Hébert pour cette causerie sur comment peut-on dialoguer entre égaux au pays du non-dit. Pour ce soir, nous avons aussi, il faut que je vous prévienne qu'il y a une captation qui est faite par Calédonia. Donc au moment de l'échange, le micro circulera dans la salle. Si vous souhaitez prendre la parole, s'il vous plaît, faites-le au micro et bien devant le micro pour que ça puisse être entendu et capté par le technicien. Donc on est là ce soir pour un échange causerie. On a appelé l'événement ou l'action de cette manière-là pour briser un peu le cadre de la conférence. Donc je fais appel à vous pour prendre la parole. On est là pour créer cet espace d'échange. Il n'y a pas de mauvaises questions. Les questions que vous vous posez, peut-être des personnes aussi qui verront la captation, se les posent aussi à la maison. Donc au contraire, on est là pour partager nos avis, combien ils peuvent être différents. C'est justement ce qui peut faire la richesse de cet échange. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pascal Hébert. Je vais laisser aussi le soin de se présenter avant de dérouler son propos. Je vous remercie. Bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer, malheureusement, je vais être seul à vous parler, donc ça va être beaucoup moins rythmé que quand on a deux voix. Parce que Pierre, le collègue avec qui je devais faire cette présentation, est bloqué parce qu'il y a eu un accident frontal à Forteremba et ça fait 2 heures qu'ils sont bloqués derrière le... Voilà. Donc vous entendez pas? Là vous entendez mieux? Oui, donc effectivement je vous disais que mon collègue Pierre malheureusement ne va pas être là. Et ça me met aussitôt dans une position, je le disais tout à l'heure dans le petit geste de coutume que j'ai eu à faire, qui est une position qui ne m'est pas complètement confortable, donc je préfère le poser dès le départ avec vous. C'est que le sujet qu'on va traiter, enfin qu'on a préparé à traiter ensemble et que je vais donc traiter tout seul ce soir, c'est un sujet qui parle des choses qui ne sont pas toujours faciles à se dire dans le pays. On vit ici tous ensemble avec une histoire derrière nous qui n'est pas facile, qui est douloureuse. Il y a un avenir à construire et parler de ces choses-là, il y a des moments c'est pas tout à fait facile et c'est plus facile des fois un peu plus d'en parler quand on a les pieds bien ancrés ici. Moi je suis arrivé ici il y a 20 ans dans le cadre de la suite de mes études. Bon, avec le temps ma vie s'est installée ici, donc il y a la complexité de ce pays, je l'ai compris, mais toute une partie des souffrances qui sont les souffrances d'ici, c'est pas des souffrances qui sont mon héritage à moi initialement. Et voilà, je voulais m'excuser d'avance aussi de parler aussi avec cette histoire-là qui est la mienne, que j'ai pas choisie évidemment, mais c'est pour vous dire. Voilà, ça aurait été important pour moi de pouvoir présenter et commencer cette petite causerie en ayant à côté de moi la parole de Pierre, qui est un enfant du pays. Voilà, il s'en excuse d'avance, mais il va être avec nous, il est là dans mon cœur. Et je vais donc essayer de compenser son absence en me disant notamment les choses à sa place. On a choisi ce titre qui est « Peut-on dialoguer entre égaux au pays du non-dit ?» Bien évidemment, vous l'entendez, dès le départ, on le pose sous forme d'une question, parce que c'est quelque chose qui nous questionne parfois dans les relations qu'on observe au quotidien. C'est vrai qu'on se voit, on se rencontre, les gens qui nous parlent d'il y a 30 ans ou 40 ans nous disent que aussi on se rencontre, c'est vrai qu'on se rencontre peut-être plus sous certains aspects, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire, des choses douloureuses. Le sens de la conférence ce soir, c'est petite causerie, c'est un peu de se dire que c'est vrai qu'il y a un processus politique dans ce pays, qui est un processus de décolonisation avec la question des référendums, mais quel que soit le résultat de ce qui va se passer, il va falloir vivre ensemble encore demain. Et vivre ensemble, c'est aussi vivre avec un héritage qu'il va falloir des fois arriver à se dire, vivre avec des souffrances, des peurs, des choses qui sont difficiles à se dire. Et puis effectivement, nous, ce qu'on a essayé de faire au travers de cette petite causerie, c'est d'essayer de mettre des mots, d'essayer de clarifier pourquoi aussi c'est si dur de se dire et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'il faut arriver à dépasser. Et puis vous parlez aussi d'une petite expérience qu'on a menée de tentative d'essayer de se dire une partie des choses qui sont si compliquées. Voilà, donc on l'a intitulé « Peut-on dialoguer entre égaux au pays du non-dit »
Alain a déjà commencé à répondre, il a dit comment peut-on dialoguer, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il y avait peut-être moyen. Mais effectivement, nous on pense qu'il y a moyen, mais des fois c'est au prix de quelques souffrances. On va voir que notre propos à nous, il n'est pas du tout de penser qu'il y a des bons ou des gentils, des méchants. Voilà, l'histoire de ce pays, elle n'est pas simple. Et ce qui nous semble important, c'est plus de pouvoir identifier qu'est-ce que moi, dans mon rapport avec les autres, j'ai comme chemin à faire pour qu'on puisse aller les uns vers les autres. C'est un peu ça qu'on veut essayer d'éclairer avec ce petit propos. Voilà, et donc pour commencer, il est important de comprendre que quand des personnes, elles dialoguent, il y a un contexte derrière. Avant même que tu commences à parler avec quelqu'un, il y a quelque chose derrière toi qui était préexistant, une histoire. Et cette histoire, pour un Français des Outre-mer, puisqu'à ce jour on est encore français, c'est un héritage qui est particulier, qui n'est pas l'héritage de n'importe qui ailleurs sur la planète. C'est d'abord l'héritage de l'idée du mythe républicain. La France, c'est aussi, et c'est pas seulement, elle est perçue comme ça aussi à l'international, c'est entre guillemets le pays des droits de l'homme. D'ailleurs, dans les faits, c'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme, ce qui fait quand même une différence entre déclarer des choses et puis qu'elles soient une réalité. Il y a quand même une différence, mais c'est juste pour vous dire que être français et se vivre comme français, c'est aussi avoir intériorisé à l'intérieur de soi, quelque part à l'intérieur de soi, ces idées-là, ces idées de liberté, égalité, fraternité, ces grands mots, ces grandes idées, et que donc rentrer en dialogue les uns avec les autres. On va parler ensuite de la question coloniale, mais rentrer les uns avec les autres en dialogue, c'est rentrer aussi avec ce contexte qui est être français et être héritier de ce mythe républicain. C'est aussi, et ça c'est quelque chose qui est plus spécifique, non pas à tous les Français des Outre-mer, mais qui est spécifique aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, être en permanence dans ce rapport entre le ici et le là-bas. Dans cette idée que, effectivement, depuis même après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des autonomies très très grandes qui ont été données à la Nouvelle-Calédonie par rapport à, entre guillemets, la mère patrie lointaine. Et en même temps, par la suite, c'est les fameuses lois scélérates des années 70. Cette autonomie, elle a été à nouveau réduite. Ce sont des allers-retours entre l'autonomie qui est donnée aux gens d'ici pour gérer leurs affaires et la manière dont l'État, et là je ne parle pas des Français en tant qu'individus, mais la structure politique, l'État là-bas, vient mettre son nez et donner des orientations sur ce qui doit se passer ici. Donc en tout cas, ce qui nous semblait important, c'est de dire que cet héritage, quand on se met en dialogue, c'est aussi un héritage avec l'idée que c'est vrai que nous on est ici, mais il y a ce là-bas lointain qui fait un petit peu comme un chapeau un peu au-dessus de nous, quelque chose qui est là-bas. Et ça, c'est aussi un des deux contextes. Dans le contexte qu'il y a dans la mise en dialogue, il y a ça. Quand on se met à parler, et ça explique aussi parfois pourquoi un métropolitain, quand il arrive de là-bas et qu'il parle avec des gens d'ici, les gens d'ici, ils projettent des choses sur lui. Aussitôt, ils ont des choses qui leur viennent en tête parce que lui, il fait partie de ces gens de là-bas, de ceux là-bas, qui viennent ici. Ça, c'est le cadre de ce qu'on a derrière nous. Nous, quand on parle de la réflexion qu'il faut avoir sur c'est quoi dialoguer ici dans ce pays, c'est aussi parler d'une réalité que nous, on nomme avec le mot de présent colonial. Et quand on dit ça, on va essayer, c'est tout le sens de ce qu'on va essayer d'expliquer. Bien évidemment, ce pays, il est dans un processus de décolonisation. Ça, personne ne peut en dire le contraire. C'est ce qui est acté par la loi. C'est ce qui est en cours depuis les accords de Matignon et ensuite l'accord de Nouméa. Depuis 30 ans, on est dans un processus de décolonisation. Le processus de décolonisation, c'est un processus, vous voyez bien, on est colonisé, éventuellement, il y a un moment où on décide que c'est la fin, et après, on est décolonisé. Nous, ce qu'on dit, c'est que, quelle que soit la situation institutionnelle, même si elle devait être amenée à changer demain, et on n'a pas d'avis, je veux dire, chacun se décidera, on n'est pas là pour nous traiter de cette question-là, même si demain, ça devait s'arrêter au niveau institutionnel et politique, la notion de système colonial, de toute façon, la manière dont on s'est pensé les uns par rapport aux autres, la manière dont on s'est intériorisé, la représentation qu'on a de l'autre, elle va rester et elle va mettre du temps à changer. Parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. C'est comme ça que notre héritage s'est installé en nous, dans nos inconscients, dans nos têtes. Voilà, c'est ce qui nous amène, nous, à parler de présent colonial et à dire,
dialoguer entre nous, c'est tenir compte de certaines choses qu'il y a des fois qui sont cachées dans nos têtes. Et c'est de ça dont je vais traiter, dont on voulait traiter. Donc on l'a dit, vers la fin d'un système colonial au sens politique, puisqu'on est bien d'accord que l'autodétermination des peuples, puisque c'est ça qui marque, d'après l'ONU, la fin de la colonisation, c'est l'autodétermination des peuples, qu'on donne au peuple le droit de se décider. S'il décide d'être indépendant, il décide d'être indépendant. S'il décide de ne pas l'être, il décide de ne pas l'être. Mais il a eu le droit de décider, c'est la notion d'autodétermination. Donc c'est ce qu'on appelle la fin du système colonial, au sens, encore une fois, je vous l'ai dit, administratif, politique et juridique. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce système colonial, et qu'est-ce qu'il a construit dans les relations qu'on a établies les uns avec les autres ici? Pour rappeler ce que c'est que le système colonial, au sens juridique, dans ce qu'il a construit dans les relations entre les gens, et quel qu'ait été le territoire colonial, que ce soit l'Indochine, l'Algérie en ce qui concerne la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Afrique, à chaque fois ce sont des contextes qui sont différents. Les histoires ne sont pas les mêmes, la manière dont c'est fait, dont est intervenue la colonisation, c'est pas à la même époque. Ici, on est dans une colonisation de peuplement. Enfin, je veux dire, les histoires coloniales en tant que telles, elles sont différentes, évidemment. Par contre, il y a, et c'est ce qu'on appelle un invariant, des choses qui ne varient pas, qui ne changent pas, c'est que d'un endroit à un autre, le système a établi une relation entre les gens qui est bâtie sur le fait que certains sont des colonisateurs et d'autres décolonisés. Et que la place qu'on va leur attribuer dans la société, elle ne va pas dépendre de leur qualité, de savoir si c'est quelqu'un de compétent ou pas compétent, gentil ou méchant ou je ne sais quoi d'autre. Elle va partir du fait de sa couleur. Avant, on parlait des races. Avec le temps, on est arrivé à dire que les races n'existent pas, et donc, en tout cas, de l'ethnie à laquelle on appartient. Et c'est ça qui fait la particularité de ce système colonial, c'est que cet héritage, quand on se parle les uns avec les autres ici, on se parle aussi avec cet héritage-là. Cet héritage, il va déterminer des rapports entre les gens du pays, puisqu'ils ne vont pas avoir les mêmes droits, c'est ça l'histoire coloniale, même si aujourd'hui on est bien d'accord, pour être très clair, aujourd'hui on sait bien qu'on n'est plus dans cette situation-là. On est même sur certains aspects sur de la discrimination positive, mais le fait est que notre héritage, ce qui s'est bâti à l'intérieur de nos têtes, dans le rapport qu'on a les uns aux autres, c'est ça. C'est le fait que l'autre, il a des droits différents de moi, il y a des choses qui se jouent entre lui et moi, et quelque part on est un peu prisonnier de ça. C'est-à-dire, même si moi, quand je discute tout seul avec toi, je veux juste être sympathique et toi, tu veux être sympathique avec moi, l'héritage qu'il y a avant, on en est prisonnier et il va falloir pouvoir s'en libérer. Et vous allez voir, c'est tout le sens du propos. Comment est-ce qu'on essaie de se libérer ? Vous l'avez bien compris, je le redis une dernière fois, il y a la décolonisation politique, au sens le processus institutionnel. Ça, c'est une chose. C'est pas ça dont on traite, nous, quand on traite de cette question. C'est vraiment, alors le mot est un peu barbare, la décolonisation psychosociale, c'est-à-dire au niveau psychologique, dans nos têtes. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire l'image qu'on s'est construite de l'autre, et sociale au sens comment, dans la manière dont la société s'est organisée, dont on vit les uns avec les autres en groupe, comment est-ce qu'on change ces choses-là ? Changer les mentalités, les façons de faire, les façons d'être. Je vais donner un petit exemple, et qui n'a rien de glorifiant pour moi, mais je le disais tout à l'heure en faisant le petit geste de coutume. Ce petit geste, c'est un geste du monde kanak. C'est les Kanaks qui ont utilisé ça dans leur manière de se dire, dans leur manière de se faire. On voit que petit à petit, des gens qui ne sont pas Kanaks s'approprient, non pas au sens c'est à moi, mais font ce chemin aussi d'utiliser ce geste pour pouvoir se dire avec le cœur, pour pouvoir se dire autrement que quand on se dit bonjour d'habitude. C'est typiquement des changements de mentalité, de façon de faire et de façon d'être qui sont tranquillement en train de s'installer ici au pays. La chose de base qu'il faut arriver à comprendre et qui fait que la relation coloniale, pour dialoguer, elle est compliquée, c'est ce qu'on a appelé l'asymétrie. Il nous semblait important de bien clarifier cette notion d'asymétrie liée aux relations. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a dans le positionnement, c'est le système colonial qui veut ça, on n'a pas été positionné au même endroit dans la société. C'est-à-dire que les choses ne sont pas symétriques. Je vous ai pris pour illustrer la notion de symétrie cet exemple du papillon. Le papillon, il est totalement symétrique, il a deux ailes, ce sont exactement les mêmes. Si on replie, ça se rabat exactement. C'est ça la symétrie. Ça c'est quand c'est symétrique. Quand c'est asymétrique, c'est qu'il y a un côté qui est différent de l'autre. Et je voudrais vous illustrer ce propos-là pour vous dire pourquoi c'est important de bien entendre que cette question de l'asymétrie, il faut l'avoir toujours en tête dans la manière dont on construit les relations entre nous. C'est que si on prend par exemple la question de victime de l'histoire, et elle est vachement intéressante comme question. Nainville-les-Roches, c'est la reconnaissance
des Calédoniens qu'on va dire caldoches, en tout cas je vais moi utiliser ce mot-là, je sais qu'il gêne certaines personnes, mais avec le temps il s'installe aussi, les Calédoniens d'origine européenne, comme victimes de l'histoire. C'est-à-dire tous ceux qui ont été déplacés, qui n'ont pas choisi de venir ici et dont la vie s'est installée ici et qui n'ont plus de lien là-bas avec la métropole. Et leur terre ici, depuis plusieurs générations, elle est devenue ici. Effectivement, ils sont victimes de l'histoire. Mais pour autant, ils sont victimes, par exemple, de choses, quand les Calédoniens l'expriment, et Louis-José Barbançon, dans son livre « Le pays du non-dit », il en parle très bien. Ils ressentent le mépris, j'en parlais tout à l'heure, colonial, c'est-à-dire de ce métropolitain qui arrive de l'administration et qui va venir expliquer aux gens d'ici, y compris les Caldoches et les Calédoniens, comment on fait. Il va sentir ce mépris-là. Moi, je suis celui qui vient de là-bas, de l'endroit où on sait. Je vais t'expliquer, un peu comme moi ce soir-là. Ça va rigoler, mais juste voilà, c'est ça qui peut me mettre mal à l'aise un peu à des moments. Mais pour autant, je vais essayer voilà, cette idée-là, en tout cas, il est effectivement victime. Il a des souffrances, il a eu la transportation, il y a eu le fait d'avoir coupé la vie sociale avec les générations du dessus. Cet héritage-là était effectivement un héritage de souffrance et un héritage qui en fait une victime. Mais pour autant, de l'autre côté, quand on parle du monde kanak, on parle d'une situation de victime au regard de l'histoire qui est encore tout autre. On va parler de la question de la spoliation des terres, se faire prendre toutes ces terres, le régime de l'indigénat, être condamné aux travaux forcés, à rester dans des réserves. On va parler de l'interdiction de parler sa langue. Enfin, on pourrait, on peut dérouler. On sait que l'histoire, on parle des maladies qui ont exterminé une partie des personnes. On parle des violences qui ont été faites par l'armée française. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement, quand on les met côte à côte, effectivement, des deux côtés, les gens sont victimes, mais ils ne sont pas victimes exactement de la même chose. Ce qu'on cherche à dire, nous, quand on dit ça, c'est qu'on ne peut pas dire, bon, vous savez quoi, vous êtes victime, on est victime, un partout, la balle au centre, ok, on fait comme si de rien n'était. Non. Je peux reconnaître ton histoire, la douleur de ton histoire en tant que Calédonien d'origine européenne, savoir que oui, tu as dû tout quitter, oui, il y a eu des moments qui sont difficiles, mais il va y avoir une reconnaissance réciproque, et cette reconnaissance, elle ne va pas consister à reconnaître la même chose, puisque tout simplement, nos histoires ne sont pas les mêmes. Et ce que nous, on dit dans la question de réfléchir à ce que ça peut être de dialoguer ici au pays, c'est dialoguer entre égaux. Vous voyez bien la notion d'égalité, cette idée de tu es mon égal, je ne te considère pas comme quelqu'un de plus petit, ou je ne me mets pas en dessous de toi, mais on se parle d'égal à égal. C'est tenir compte, en fonction de qui je suis, de ma situation, de quel côté je me trouve de l'histoire, de ce qui t'habite toi à l'intérieur, et réciproquement. Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel on est amené à se parler. Je vais passer un peu plus vite maintenant. L'idée c'est de montrer que dans cette asymétrie, ce qu'on a à rencontrer avec nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre et changer notre regard sur lui, c'est pas le même chemin. On n'a pas le même chemin à faire pour aller à la rencontre de l'autre, en fonction de si notre héritage c'est d'être héritier de la colonisation ou décolonisé. On n'a pas hérité de la même chose intérieurement. Et donc, je vais parler d'abord du côté, c'était moi qui étais donc censé le faire, et après on va parler du côté colonisé, c'était Pierre, mon collègue Ouélépa, qui était censé le faire, je le ferai à sa place. Mais donc, si je dois vous présenter la question de ce qui peut habiter la personne dans son histoire coloniale, c'est un conflit intérieur. Et j'ai marqué une dissonance, c'est-à-dire le son qu'il y a, dissonance, il y a la notion de son, le son qu'il y a à l'intérieur de moi et pas celui que ma tête, elle voudrait entendre. C'est ça l'idée de dissonance. Pourquoi ? Parce que pour tout être humain, il n'est pas facile et il n'est pas plaisant, il n'est pas agréable de se considérer comme un être qui est hors de la morale et qui fait des choses injustes. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir cet héritage de français, c'est être habité par cette idée de liberté, égalité, fraternité, l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire avoir construit une image de soi où la valeur de l'égalité, elle est importante. Or, je me suis construit avec cette idée-là, et pour autant, je suis dans un système où je vois bien que la loi est de mon côté en tant que colonisateur. Je vois bien que les choses sont à mon avantage. Et ça va être un conflit intérieur très fort. Ça, tout ce que je vous décris là, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment, c'est un juif tunisien qui s'appelle Albert Memmi, qui a écrit ce livre, Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur, qui est une description, je vous le recommande, c'est très facile à lire, c'est un livre qui est vraiment pas très long, qui décrit ça hyper bien.
et qui date de, je crois, 57. Donc vous voyez, hein, il y a un moment déjà, et vous allez voir l'autre livre qu'on cite, c'est un livre qui date de cette période-là. Donc toujours est-il que c'est pas moi, hein, donc c'est pas mes propos à moi, mais c'est lui qui explique ça. Il explique, et c'est vrai que quand on y pense, c'est exactement ça. Comment je peux justifier que non, je m'en fous, toi t'es... Voilà. Donc, qu'est-ce que va faire la personne qui a cette envie, l'image qu'il a envie de se donner de lui-même, c'est l'image de quelqu'un de juste et de moral. Or, il voit bien que la situation, elle n'est pas exactement morale et juste. Donc, la seule chose qui va lui rester à faire, c'est d'essayer de transformer le réel, de se raconter une histoire sur le réel, qui fait que, finalement, c'est vrai que c'est pas moral, mais je vais tenter de justifier que ça l'est, parce que c'est insupportable de vivre avec cette idée que, à partir du moment où tu en prends conscience, tu peux plus, ça justifie plus que tu continues. Donc tu vas avoir une mécanique psychologique au fond dans ta tête qui va te protéger d'être. Tu peux pas vivre avec le conflit permanent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas transformer le réel. Comment tu vas le transformer? Tu vas le transformer, et encore une fois, hein, on peut lire la chose avec ce qui s'est passé ici en Nouvelle-Calédonie, mais c'est valable dans tous les systèmes coloniaux, et ce qui a été écrit là, encore une fois, je vous le dis, date de bien avant. Tu vas inférioriser l'autre, qui va quelque part, tu vas dire, par essence, l'autre, il n'est pas ton égal. Et donc ça justifie qu'effectivement les choses, elles ne soient pas justes. Donc tu vas tout construire une représentation de l'autre comme un sauvage, une représentation où tu ne l'humanises pas. Tu vas lui enlever sa part d'humanité pour que ça justifie que le système ne soit pas équitable. Hein. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les choses de manière plus équitable et égale. Et donc, il y a un conflit qui nous habite. Donc, d'un côté, tu vas abaisser l'autre, et de l'autre, toi, tu vas passer ton temps à justifier que tu es quelqu'un d'exceptionnel, que tu as fait face, que tu as bâti un pays, que tu as construit. Sans nous, on vous a bâti tout ça. Et tu vas essayer de faire preuve d'un mérite et de qualité exceptionnelle qui justifie que finalement ta place, elle ne soit pas exactement la même que l'autre. Encore une fois, c'est pas de moi tout ça, hein, mais c'est effectivement quand vous lisez les choses, les déclarations, et la mécanique que va faire une personne qui est dans cette situation, pour justifier que les choses, elles se perpétuent, c'est de passer son temps à ramener ces choses-là, inférioriser l'autre, et puis essayer de se survaloriser soi. Je vous invite à lire les réseaux sociaux. Avec cette clé de lecture-là, vous allez voir que c'est exactement la mécanique de fond qui se met en place. Et je veux juste dire une dernière chose, c'est que cette mécanique-là, c'est une mécanique qui n'est pas consciente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une mécanique qui protège l'individu dans sa tête. Ce sont des mécaniques, c'est la notion du déni. La notion du déni, les psychologues l'ont très bien décrit, c'est une notion qui nous protège. Je ne peux pas me représenter l'image de moi-même que je suis entre guillemets, un salaud qui fait des trucs pas justes. Non, j'ai besoin de me faire une image positive. Et j'en ai d'autant plus besoin, et ça c'est important, que je suis français. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, par exemple, en Angleterre, il est normal pour les gens, non pas que les choses ne soient pas égales, mais en Angleterre, il y a des classes sociales. Il y a des aristocrates encore et des gens du peuple. Je veux dire, ça dérange personne qu'il y ait des aristocrates et des gens du peuple. En France, il y a vraiment ce mythe républicain, on est tous des citoyens égaux. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hein. C'est qu'il faut aussi comprendre que dans la tête du Français, et y compris, même s'il vit ici depuis plusieurs générations, il a cet héritage-là derrière lui quand même. On a tous cet héritage-là qui un peu nous habite, quoi. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce chemin qu'il va y avoir de rencontre avec moi-même, pour aller à la rencontre avec l'autre, il va falloir que je comprenne qu'il y a ces mécaniques-là. Je vais vous illustrer un petit truc qui va vous montrer... alors attendez, excusez-moi, il faut que je fasse une petite manip. C'est un petit film qui dure moins d'1 minute, hein, que je voulais vous mettre. Je vais faire d'ailleurs un petit bricolage, il va falloir que je reste face à la caméra, je crois. Je vais vous passer un petit film et je le commente après. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1 500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4.
Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu fais 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Bien, c'était juste ce que je voulais vous illustrer avec ce petit film. C'est y compris ce qui est intéressant avec le fait que ce soit des enfants, c'est la spontanéité des enfants qu'on voit face à une situation. C'est donc la suite du diaporama. C'est la question du privilège et de la discrimination. Vous savez que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, ce que vous avez pu voir dans la vidéo, je vais remettre après le PowerPoint. Ce que vous avez pu voir dans la vidéo, c'est que effectivement, ce jeu auquel jouent tous les enfants, il y en a qui, dans les règles, vont être discriminés. Et ce qu'ils comprennent automatiquement, les petits gamins, là, ceux qui sourient à côté, c'est que si toi, tu es discriminé, comme on joue au même jeu, ben moi, j'ai un avantage. C'est-à-dire que moi, j'y gagne à l'affaire. Ce que je veux illustrer par là, c'est que voilà, je voulais arriver sur cette notion qui est la notion, vous l'avez vu avant, hein, c'est compliqué en tant qu'héritier de la colonisation de regarder le fait que l'histoire n'a pas forcément été juste et d'arriver à se situer et d'accepter cette réalité-là. C'est un chemin qui est tellement long que des fois on est dans le déni et on fait tout pour éviter d'avoir à le faire. C'est aussi difficile parce que ça nous oblige à regarder le fait qu'on a eu des privilèges, qu'on a été privilégié. Alors je voulais revenir à la notion de la définition. Hein, le Larousse, ce qu'il dit en termes de définition de ce qu'est un privilège, c'est soit quelque chose de juridique, c'est-à-dire un avantage particulier considéré comme conférant un droit, la notion de droit, qui est souvent validée par la loi, mais c'est aussi tout simplement dans le langage français ce qu'on considère comme un avantage, ce qu'on a exactement vu dans le jeu. C'est-à-dire que si on joue au même jeu, à partir du moment, et la vie qu'on joue ensemble avec les mêmes règles, à partir du moment où les règles elles sont discriminantes pour toi, c'est directement, c'est que c'est un avantage pour moi, puisqu'on joue au même jeu. Et donc on ne peut pas parler des discriminations des autres sans parler des privilèges qu'on a soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent compliqué. Vous allez voir que souvent en ce moment, hein, je ne parle pas de la Calédonie spécifiquement, mais vous l'avez bien vu au travers du monde, hein, avec tout le mouvement des Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte, si on traduit en français, aux États-Unis, en France, mais ailleurs. Un des débats qui arrive souvent, c'est à la limite, on veut bien parler des discriminations, parce qu'à un moment, elles s'invitent, elles sont là, on les voit et on ne peut pas faire autrement que de les voir, et elles sont même prouvées parfois avec des testings. Mais par contre, il est plus difficile de considérer que à chaque fois qu'il y a quelqu'un de discriminé, toi, si tu n'es pas celui qui est discriminé, tu es privilégié. Parce que quand on se considère comme un privilégié, on se sent une responsabilité. Or, par exemple, sur l'histoire du pays, et vivre ici aujourd'hui, on n'est pas forcément individuellement celui qui a fait que l'histoire elle est comme ça. Moi, individuellement, j'y suis pour rien. Je suis né ce que je suis né. J'ai pas choisi. J'ai pas à m'excuser d'être celui que je suis. Je suis né de ce côté-là de l'histoire, mais j'ai une responsabilité dans ce qu'on va en faire demain. Par contre, et c'est quelque chose qui me semble très important, parce que bien souvent les gens disent on ne va pas passer notre vie à s'excuser. Évidemment qu'on n'a pas à s'excuser d'être celui qu'on est, ce qu'on est né. Par contre, effectivement, on a une responsabilité de pouvoir regarder ce que ça implique dans notre relation avec les gens. Et cette notion du privilège, elle est importante. Je vous l'ai dit, s'il y a discrimination, il y a privilège. Et bien souvent, le privilège peut ne pas être inscrit dans la loi. C'est-à-dire que bien souvent, c'est d'ailleurs même pas quelque chose qui est inscrit dans la loi. C'est quelque chose qui est dans les faits. Si je vous prends l'exemple, je vais vous prendre l'exemple rentrer dans une boîte de nuit. Par exemple, la loi, nulle part, elle dit que certains ont le droit de rentrer et d'autres n'ont pas le droit de rentrer. Mais les faits, et qui se répètent, montrent que certains ont le droit de rentrer plus facilement que d'autres. Je dis ça aussi parce qu'avec la Ligue des droits de l'homme, puisque moi c'est un espace où j'ai beaucoup milité par les années passées, on avait fait un testing qui effectivement avait été prouvé même juridiquement, puisqu'ils avaient été condamnés, qu'il y avait bien des cas de discrimination. Et on ne s'en rend pas compte, mais à chaque fois que toi tu sors, tu te poses la question, est-ce que tu vas pouvoir rentrer? Moi, j'ai jamais à me poser cette question-là. C'est un privilège. Quand je sors, je me pose jamais la question d'où je vais aller. C'est évident que je vais rentrer partout. Voilà. Donc c'est pas un grand privilège, hein, c'est pas ce qui va transformer ma vie, mais on voit bien que dans la manière dont ça construit nos mentalités et dans la manière surtout où je vais rentrer en lien avec l'autre, ça va interagir. Parce que lui, il sait que toi, tu as la chance d'avoir tous ces trucs-là et que lui pas. Enfin, donc il y a quelque chose qui va falloir quand on va rentrer en dialogue, qu'on en fasse quelque chose de cette réalité-là.
Allez, je l'illustre. Par exemple, je vais vous donner un exemple, qui est un exemple pour parler de cette privilège, et j'en aurais fini un petit peu de ce qui nous habite quand on est du côté des colonisés. C'est ce fameux exemple du retour des étudiants calédoniens. Vous l'avez, j'imagine, tous souvent entendu, c'est-à-dire les gens vous disent ici, quand on part là-bas en France, en métropole, on est comme les doigts d'une main, quoi. On est ensemble entre Calédoniens, Wallis, Kanak, Caldoche, on est ensemble. Et effectivement, les gens, quand ils arrivent là-bas, ils sont face à un système qui est le système avec ses codes, ses valeurs de métropolitaine, hein, les manières de parler, enfin tout ce qui fait les codes du quotidien. Et tout le monde est à égalité face à ça. Tout le monde est étudiant, tout le monde a une bourse, tout le monde est à sa chambre, voilà, et on est tous face au même système. Et donc il y a une égalité entre les gens qui permet ce lien très fort. Parce que la relation entre les gens, elle est authentique, elle est entre des gens qui sont égaux. C'est-à-dire on est face au même système, et en plus, comme on est en plus face à un truc un peu pas facile, parce qu'on est loin, on vit loin de la famille, on vit tous cette chose-là de l'éloignement, ben effectivement, il y a quelque chose qui se passe, qui est quelque chose de la question de l'égalité, la possibilité d'une rencontre authentique. Et quand la rencontre est authentique, il se passe des choses humaines comme la vie, elle en offre souvent, quoi. C'est-à-dire des belles rencontres qui dépassent ta communauté et qui font qu'on se rencontre pour de vrai. Et les gens vous disent tous, putain, on a vécu des années et tout, c'était choc, on revient, enfin, on a vécu des trucs qui racontent les histoires et tout ça. Et quand on revient au pays, ben, on ne se voit plus. Ou on se voit un peu au début, puis avec le temps, ça s'estompe et tout ça. Et les gens souvent disent, je ne comprends pas, quoi. Comme si ben, on n'avait pas envie de continuer à avoir ce lien. Nous, le regard qu'on pose avec Pierre là-dessus, c'est que, ben, évidemment, quand tu reviens dans un système où, à la différence de la métropole, il y a cette question d'inégalité, de discrimination, de privilèges, qui fait que nos positionnements aux uns et aux autres, elle n'est pas la même. Et si on n'en parle pas, si on ne le pose pas dans la discussion, si on ne dialogue pas dessus, elle est indépassable. Elle devient un non-dit, la fameuse question, parce qu'elle est gênante. Elle est gênante pour celui qui bénéficie du privilège. Elle est beaucoup de frustration pour celui qui vit la discrimination. Et donc, qu'est-ce que ça génère? Que ben, la relation, elle est plus authentique, quoi. Elle est plus facile, elle est plus entre des gens égaux, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc cet exemple, il est assez intéressant sur ce que ça vient, comment cette différence qu'il y a entre qui on est, et c'est pas quelque chose qu'on a choisi. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire machin, il est pas sympa, machin, il est sympa. Je suis en train juste de vous dire la manière dont ils vont pouvoir rentrer en relation, les gens là. Elle va être dans un contexte qui fait que de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et essayer d'être sympas autant qu'ils veulent l'un avec l'autre. Le groupe auquel ils appartiennent subit des choses qui ne sont pas les mêmes. Et si on n'en parle pas, elles sont indépassables. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait. De l'autre côté, et là, c'est la partie qui m'est pas facile à formuler, mais je vais le faire et que Pierre pouvait incarner mieux, c'est bien comprendre aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les chemins qu'on a à faire de rencontre avec nous-mêmes ne sont pas les mêmes. En tant que, quand je suis du côté de la colonisation, du côté des colonisateurs, je vais avoir à déconstruire une image de moi où je vais devoir comprendre que j'ai eu des privilèges. Effectivement, je ne les ai pas choisis, mais je vais devoir les assumer et en faire quelque chose. Bref, j'ai un chemin à faire avec ça, avec cette histoire-là. Et qui est une histoire, finalement, qui est moralement et pas très bien, quoi. C'est-à-dire que tu as gagné les choses par la force, quoi. Voilà. Inversement, quand ton héritage, c'est d'être un colonisé, il se joue des choses intérieures et psychiquement dans ta tête, dans ton inconscient, dont il va falloir se libérer aussi pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. Là encore, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est Frantz Fanon, qui était un psychiatre martiniquais qui a été dans les années 50 psychiatre à l'hôpital en Algérie. Donc au moment de la colonie encore, l'Algérie était encore sous le régime de la colonisation, c'était un département français. Il a écrit d'ailleurs ce livre-là, qui est le fruit de sa thèse de doctorat de médecine, puisqu'il était psychiatre, qui s'appelle Peau noire, masque blanc, en 1951. Donc, je ne sais pas, vous allez voir comment ce qu'il dit est encore valable aujourd'hui. Donc lui, en tant que psychiatre, donc spécialiste de ce qui se passe dans la tête, dans l'inconscient de tout ça, voilà ce qu'il faisait comme constat. Il dit, ce que moi je constate, c'est que tout l'enjeu de la décolonisation dans la tête, c'est de se guérir de l'aliénation. L'aliénation, c'est quoi? C'est le mot, vous entendez bien, dans aliénation, il y a la notion de lien. Tous ces liens qui nous attachent intérieurement, qui sont dans nos têtes, qu'on ne voit pas forcément, comment les couper pour se libérer? Voilà, c'est son propos à lui, hein. Donc lui, c'était un Martiniquais. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le colonisé, à force d'être dans un système qui lui rappelle qu'il est inférieur, hein, on l'a vu tout à l'heure,
pour justifier que ce système soit là en place. Juste peut-être, je fais une toute petite parenthèse. Pour justifier que ce système soit là en place, il faut bien avoir en tête que Jules Ferry, vous voyez bien, celui qui a rendu l'école obligatoire pour tous et tout ça, était la même personne qui, à la fin du 19e, donc je pense qu'on est en 1800 ou peut-être 1900, tout début 1900, à l'Assemblée nationale, défendait qu'il fallait aller faire la colonisation pour civiliser les entre guillemets sauvages, les indigènes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut bien avoir en tête que l'histoire coloniale, elle s'est construite sur cette idée qu'il va falloir aller là-bas avec des gens qui sont moins que des êtres humains, les amener à grandir en humanité. Et donc le système colonial, il a construit un système à partir de ça. Et les individus, eux, ils arrivent, ils vivent au milieu de ça, et puis ils font bien ce qu'ils peuvent avec ça, pour certains de manière odieuse, et pour d'autres, alors que c'est des bonnes personnes, ils font ce qu'ils peuvent avec ça. Et lui, ce qu'il dit, Frantz Fanon, ce psychiatre, il dit, il faut comprendre que pour celui qui est colonisé, à force que le maître finisse par passer son temps à lui dire qu'il est un moins que rien, à lui dire qu'il est inférieur, un être inférieur, il finit par intérioriser. À force qu'on te répète les choses, tu finis par te dire et qu'on te les impose par la force, parce que c'était ça quand même la réalité, tu finis par l'intérioriser. En tout cas, lui, c'est le constat qu'il faisait en tant que psychiatre, c'est-à-dire qu'il soignait des gens colonisés, et à force de les faire parler, ce qu'il entendait bien, c'est que les gens intériorisaient cette idée-là. Donc il dit que la personne, en tant que colonisée, elle finit par se percevoir comme inférieure. Elle a un complexe d'infériorité, c'est-à-dire elle finit par avoir du mal à rentrer, à être légale, à se percevoir même comme l'égale de l'autre. Parce que je vous rappelle que le titre de la conférence, c'est « Peut-on dialoguer entre égaux ?» Pour dialoguer entre égaux, il faut que aussi chacun se considère comme l'égal de l'autre. Et donc, le chemin qu'il va y avoir à faire pour le coloniser, c'est un chemin d'estime de soi, c'est un chemin de reconstruire une estime de soi. Ça, c'est Djibaou, Mélanésia 2000, la reconstruction d'une image positive, l'utilisation du terme Kanak en revalorisant le terme, c'est exactement cette idée-là. Il faut qu'on se revalorise l'histoire, l'image, l'estime qu'on a de nous-mêmes, si on veut pouvoir aller à la rencontre avec l'autre. Donc voilà, il y a ce phénomène d'intériorisation, de perte de dignité, une mésestime de soi, une déshumanisation. C'est quelque chose de très profond et qui est très ravageur. Face à ça, ce que lui fait comme constat, et c'est un constat qui est encore valable par les gens qui ont travaillé ces questions-là, c'est que qu'est-ce que va faire la personne ? Soit elle va, pour se libérer de ça, soit elle va rentrer en des logiques de martyr, c'est-à-dire qu'elle va être prête à donner sa vie pour se libérer de cette question-là. Et la question des martyrs dans les luttes décoloniales, elle est aussi une réalité de violence réelle. C'est-à-dire que c'est la seule chose la seule chose qu'on a laissée aux colonisés pour se libérer, c'est la violence, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais accédé. Et peut-être que l'espoir de ce qui s'est passé ici, il y a eu ce petit temps des événements de la guerre civile des années 80, mais avec le processus actuel, on est peut-être pour la première fois dans un processus où on va pouvoir sortir de cette logique-là sans que ce soit la violence qui s'occupe de tout. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'il va faire ? Soit il va se positionner en martyr, soit il va dire « tu me perçois comme un sauvage ?» Ok, moi je vais faire le sauvage. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit très bien avec les jeunes, c'est un truc très classique, qui n'est pas spécifique à la question du colonisé d'ailleurs. C'est tout être qui est dominé, il finit par te donner, pour te dire « c'est comme ça que tu me perçois ?» Je vais faire encore plus comme ça que tu me perçois pour te dire pour exister, parce qu'il va falloir aussi qu'il existe. Voilà, donc c'est des mécaniques qui sont en tout cas des mécaniques psychiques qui sont assez classiques et dont il va falloir se libérer. Donc la personne, elle a intériorisé la question de l'autre, il a passé son temps à me rappeler qu'il est supérieur. Me mettre droit, debout face à lui, c'est faire un travail sur moi-même et c'est faire un travail avec moi-même de libération. Ici, on construit une société, on est dans un pays qui se reconstruit, c'est-à-dire qu'il a été construit sur ses bases coloniales. On fait le pari de l'intelligence, comme on dit les vieux, sur l'idée du destin commun. On essaie de reconstruire, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'on le fait souvent avec des codes étrangers à certaines des cultures d'ici. Les codes qui s'imposent au quotidien, ce sont des codes, par exemple, si vous allez dans le monde du travail, si vous allez, je ne sais pas quoi, dans le droit, dans toute une partie de ces choses-là, les codes qui s'imposent aux gens sont des codes qui sont des codes occidentaux. Et qui oblige d'ailleurs, bien souvent, c'est quelque chose qu'il faut noter et qui est intéressant, c'est-à-dire qu'un Kanak ou même un Océanien en général, un Wallysien, un Foutounien, enfin quelqu'un qui n'est pas de culture occidentale, il est obligé de maîtriser aussi bien les codes de la culture occidentale que ses propres codes à lui s'il veut pouvoir cheminer partout.
quand tu vis comme un occidental et que le pays a des codes qui sont occidentaux, par exemple, si on va parler de moi, je ne vais pas parler des autres, moi, effectivement, oui, quand je viens, effectivement, en tribu et tout ça, je suis obligé d'un moment de comprendre les codes pour, voilà, ils s'imposent à moi. Mais si je reste dans mon petit quotidien à Nouméa, ou même des fois, je vais en brousse, au camping, ou je ne sais pas quoi, toute la manière dont sont organisées les choses et dont se font les choses sont des choses qui me ressemblent. Je n'ai pas à faire ce chemin. Donc en tout cas, ça explique que du côté des colonisés, il y a un travail de libération, il y a un travail aussi de frustration. Les gens sont habités par des frustrations, c'est logique parce que les choses ne leur ressemblent pas. Et ça, il faut. Et derrière, c'est la question de la dignité, se sentir digne, quoi. Et ça, c'est juste pour dire que effectivement, dans le chemin qu'il y a à faire avec soi-même, on n'a pas à faire le même chemin. Et le colonisé, lui, il a à faire un chemin de libération de lui-même, de couper les liens, de se libérer de l'aliénation, et pour pouvoir s'exprimer et se sentir comme un être à part entière. Il subit en plus très souvent des stéréotypes et des préjugés. Bon, on en subit tous, et j'ai choisi ce petit dessin de Fly parce qu'effectivement, il y en a, chacun en prend pour son grade. C'est donc un oreille, je pense que ça doit être moi ou quelque chose comme ça. Ouais. Les Calédoniens boivent beaucoup, et il dit c'est culturel. Et il dit ils jettent leur boîte n'importe où. Ça aussi c'est culturel. Et il prend une boîte, là, une canette là dans la tête, et il dit c'est rien, je sais que la violence chez vous c'est culturel. Et les autres lui disent quelle grande gueule il a le zozo, c'est fou ça. Et l'autre lui dit non, c'est culturel. Donc ça vient illustrer, ce petit dessin, il vient illustrer cette manière qu'on a. Les stéréotypes, ils sont importants dans la vie, face à la diversité de ce qui nous entoure. On est obligé de ranger les choses un peu dans des boîtes pour comprendre le monde qui nous entoure. Le problème, c'est qu'à des moments, on range dans des boîtes qui sont tellement figées qu'elles deviennent des préjugés, quoi. L'autre, il est ça, il est forcément ça. Alors qu'en fait, il est beaucoup plus complexe. Quand on parle, nous, le projet que je vais vous présenter là, et on va en finir par ça, c'est la question des identités en dialogue. Nous, on dit souvent qu'on n'a pas une identité, on a des identités. La question de la lutte politique ici, elle fait que souvent les discours se concentrent autour d'une identité face à une autre. Mais en fait, on est tous des êtres complexes. On n'est pas les mêmes. Aucun de nous, même quand on parle d'un groupe, de tel ou tel groupe, on n'est pas les mêmes. Et bien souvent, et on voulait éclairer cette question des stéréotypes, très souvent on se dit que pour dialoguer entre égaux, c'est simple, il suffit de mieux se connaître. Et mieux se connaître, c'est tout simplement, si je connais ta cuisine, ta musique, ton théâtre, je sais pas, tes danses, tes jeux et tout ça, c'est bon, je te connais et je vais pouvoir t'apprécier. Et c'est ce qu'on appelle les stéréotypes qui sont souvent renvoyés, je sais pas quoi, le bami des Javanais, le bougna des Kanaks, enfin, je connais ce que tu manges, donc c'est bon, je te connais, quoi. Non. La réalité de ce qui fait la question intime de chacun, ce sont des choses beaucoup plus subtiles qui sont très très difficiles à percevoir. Comment l'autre perçoit la maladie, les choses qui sont vitales à l'intérieur de nous, la beauté, qu'est-ce qui est les règles de bienséance, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas, comment on règle des conflits, enfin vous voyez, il y a les émotions, comment elles s'expriment. Et là, on est dans des choses extrêmement intimes et qui sont très difficiles à rencontrer parce qu'il n'y a pas un livre que tu prends et qui te dit « Ah bah oui, tiens, les gens font comme ci, comme ça », c'est du temps passé ensemble qui permet de faire ça. Et donc, si vous voulez, ce qu'on voulait illustrer avec cette question des stéréotypes, c'est que le colonisé aussi, il va passer son temps à subir ce type de stéréotypes, les Kanaks qui sont comme ci, mais même si, et on peut le reconnaître, chacun en prend pour son grade ici. On a tous des stéréotypes les uns sur les autres. Les Ors, ils sont comme ça, et Caldoche, ils sont comme ça. Mais pour autant, il y a une mécanique qui est souvent encore plus dure, qui concerne les colonisés. Et donc, ce qu'on a vu au travers de cette petite présentation qu'on a cherché à vous faire, de ce qui se joue du côté de ce qu'on a à prendre conscience comme chemin avec soi-même, chacun avec soi-même, c'est qu'il y a des rapports de domination qui s'installent entre nous. Et pour pouvoir dialoguer entre égaux, il va falloir s'en libérer. Et ça, c'est vraiment pas facile. Parce que ces rapports, ils sont liés à notre genre. Est-ce qu'on est un homme, une femme? Ils peuvent être liés à la culture, ils peuvent être liés au fait qu'on est riche ou qu'on est pauvre. Il y a des choses comme ça qui créent des rapports de domination entre nous. Je vous l'ai dit, le système en plus, il est organisé autour d'un modèle de référence, qui est le modèle occidental, qui participe encore à renforcer le fait que pour dialoguer entre égaux, c'est un peu compliqué parce que déjà on dialogue dans ton contexte à toi. Toi, tu es à l'aise, tu es facile parce que tu le maîtrises parfaitement. Moi, je suis obligé de faire un chemin pour le comprendre. Et si on faisait l'inverse, si c'est toi qui venais dans mon monde à moi, tu verrais comment c'est inconfortable pour te sentir à l'aise et tout ça. Donc ça, c'est le contexte qui fait que c'est compliqué. Les asymétries, les préjugés, tout ça, on l'a vu. Tout ça sont des choses qui font que
dialoguer. Et là, quand je vous parle de dialoguer, vous l'avez bien compris, hein. Je ne suis pas en train de vouloir parler de est-ce que demain on est indépendant ou pas indépendant, de quel système politique on défend. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de pouvoir se parler pour de vrai quand on se rend compte de, tu sais quoi, quand je t'entends dire ça, ça me fait peur ou ça me fait mal, ou pouvoir se dire vraiment avec nos fragilités, avec aussi nos espoirs, enfin dialoguer, quoi, se dialoguer avec l'intime. Et donc il y a un travail à faire, un chemin à faire pour pouvoir faire ça. On vous dirait qu'il y a plein de manières potentiellement de le faire, hein. Nous, une des méthodes, et c'est la fin donc de cette petite causerie pour lancer un petit peu le débat qu'on voulait faire, ce que nous on a observé, c'est ce qu'on avait mis dans le petit résumé de la causerie, c'était que si vous regardez les gens ici, mais les gens, si vous les voyez se parler au magasin là, de leur dernier coup de chasse ou coup de pêche, mais quelle que soit leur identité, qu'ils soient de tel groupe ou tel groupe, ils se tapent dans le dos et individuellement, les gens, on voit bien qu'ils sont potes, quoi. Que la vie fait que quand tu es en brousse, l'autre, tu vis avec lui, tu le croises au magasin tous les jours, des fois tu vas faire un coup de chasse, un coup de pêche. On voit bien qu'individuellement, les gens, ils sont capables de rentrer dans une relation et de vivre des trucs d'individus. Ce qui va venir faire conflit, et c'est ce que j'ai cherché à vous montrer, c'est ce qui va être en lien avec leur identité collective. Ouais, mais toi, on sait que toi, tu fais partie des héritiers des colons. Toi, tu fais partie des colonisés. Et là, c'est nos appartenances de groupe qui rentrent en conflit. C'est plus moi avec GG que j'ai croisé à côté, ou je sais pas, ou c'est vraiment nos identités de groupe qui rentrent en conflit, parce que nos intérêts ne sont pas les mêmes, et il faut aussi regarder les choses en face, hein. C'est que, écoute, excuse-moi, mais moi l'histoire elle a fait que moi j'ai été relégué sur la côte Est là-bas, alors certes toi tu y es pour rien individuellement aujourd'hui, mais la réalité c'est celle-là. C'est qu'il y a aussi des intérêts qui ne sont pas les mêmes et qui va... Voilà, ça c'est tout le processus de réconciliation, de rééquilibrage économique, c'est ce qui a... Et là on est dans le processus politique. Ce qu'on va voir nous, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour rentrer en lien avec l'autre. Pour ça, nous on a été... les hasards de la vie a fait qu'on a rencontré deux personnes qui nous ont beaucoup marqué il y a 15 ans de ça, l'une qui est palestinienne et l'autre qui est israélienne. Et quand on les a rencontrés à Paris, ce qui nous a vachement étonnés, c'était jusqu'à où ils allaient dans leurs discussions et dans leurs engueulades sur la situation de leur pays, sur leur histoire. On s'est retrouvés dans des soirées où ils étaient à plusieurs Israéliens, plusieurs Palestiniens. Tout le monde situe, hein, le conflit israélo-palestinien, c'est autre chose qu'ici. Je veux dire, c'est des histoires avec l'armée qui écrase avec des chars encore aujourd'hui. C'est une colonisation, des spoliations qui sont encore en cours en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est une situation absolument terrible. C'est, comment dire, Gaza, qui est un espèce de lieu. Enfin bon, c'est une situation absolument terrible de colonisation en cours. Et pour autant, ce qui est très étonnant, c'est que nous, on a été amenés à rencontrer des gens, mais quand ils se parlaient, ils mettaient tout sur la table, quoi. Tout ce qui fait colère. Et ils s'engueulaient, hein, attention, c'était parce qu'évidemment, ce dont on parle, c'est des choses vraiment dures. Nous, ici, et puis ça a été bien décrit, c'est pour ça qu'on l'a dit, c'est le pays du non-dit, quoi. On sent bien que là, ça va fâcher, on va éviter de parler de ça. Ou alors, quand on va en parler, c'est parce qu'on va être trop saoul. Et que là, on est désinhibé, c'est même plus le moment de parler, parce que c'est surtout pas le moment de parler de ça là maintenant, parce que ce qu'on va parler, c'est difficile. Faut pouvoir être posé, faut être tranquille, et c'est surtout pas le moment de parler de ça. C'est le moment où on va s'insulter et bagarrer. Voilà. Donc en tout cas, nous, ce qui nous a vachement marqué quand on les a rencontrés, c'est de se dire, waouh, mais comment ils font. Enfin, on a été vraiment, mais on se disait, mais nous, quand on revient au pays ici, on a l'impression qu'on se dit jamais rien. On ne se parle pas des choses en fait qui nous fâchent. On n'arrive pas à se dire. Et en parlant avec eux, on s'est rendu compte que c'était un groupe qui avait fait tout un travail avec une méthode. Je vais vous la décrire un petit peu, qui est la méthode issue d'une organisation, d'une association israélo-palestinienne qui s'appelle The School for Peace en anglais, donc l'école pour la paix. Et pour vous raconter la petite histoire, c'est donc, on est dans les années 70, au moment des hippies, là où tout le monde peace and love, enfin pas tout le monde, mais en tout cas là-bas, il existe aussi des gens qui veulent vivre le truc peace and love, on est tous frères. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se retrouvent dans un village qui s'appelle Neve Shalom, je crois, ça veut dire la paix, je sais plus, enfin, en tout cas, Shalom, c'est la paix. Donc, ils se retrouvent dans un village et ils vivent Israéliens et Palestiniens ensemble, en se disant, nous, ok, le pays, il est en guerre et tout ça, mais nous, on veut vivre ensemble, on est frères, on vit ensemble dans notre village. Sauf que très vite, au fur et à mesure du temps qui passe, les Palestiniens qui sont dans ce village sont de plus en plus gênés parce qu'ils se retrouvent à se rendre compte que moi je sais que mes frères palestiniens ils continuent à souffrir grave de ce qui est en train de se passer, de la colonisation, et que toi tu fais comme si tu en parlais pas en tant qu'Israélien parce que toi tu te sens, tu as bonne conscience, tu vis là avec moi entre frères, mais la situation globale elle change pas. Et ils se rendent compte que en fait, donc ils partagent les repas, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ils partagent les mêmes jeux, ils partagent ce qui fait les stéréotypes, mais sur les choses qui font vraiment souffrance et tout ça, ils vont pas sur ces choses-là. Et donc ils se sont petit à petit
mis à rentrer dans une méthode de dialogue pour se parler et pour se dire, pour pouvoir vivre vraiment ensemble. Je vous le fais assez vite l'histoire, mais c'est ça l'histoire de cette ONG. Elle se crée en disant, ils développent une méthode, et la méthode, elle dit plusieurs choses. Elle dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire elle part du principe que ce n'est pas les individus qui sont en conflit, mais c'est leur identité collective, pour des raisons de système, enfin de situation coloniale, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, mais il se trouve que toi, tu es du bon côté de l'histoire, toi du mauvais côté. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas les individus qui sont en conflit entre eux, mais c'est leurs identités collectives. Attendez, parce que là, qu'est-ce qui se passe Tac. Voilà. Donc, un modèle où, effectivement, on assume aussi la conflictualité. C'est-à-dire, si on veut avoir des relations authentiques, il va commencer par falloir se dire ce qui fâche. Tant qu'on ne se le dit pas, tu sais quoi, on va pouvoir passer du temps, mais il y a toujours un moment où ça va ressortir, un moment ou un autre, et jamais le bon moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il va falloir assumer que ce qui fait lien entre nous, il y a une histoire conflictuelle, et que ça ne va pas être agréable de l'entendre. Mais que ça ne va pas être agréable, mais qu'il va falloir le faire. La question de l'asymétrie, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire dans un contexte colonial, nos positions ne sont pas symétriques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, tu es peut-être victime de l'histoire, et toi aussi, mais c'est pas un partout, la balle au centre, quoi. Parce que notre histoire, ce dont on a été victime, c'est vraiment pas la même chose. Et quand on va en parler, tu peux pas me dire ah c'est bon, moi aussi je suis victime. Non, tu vas devoir entendre qu'on n'a pas le même vécu. Quelque part, il va falloir qu'on puisse se dire. Mais il va falloir que toi aussi en face, tu entendes que moi aussi, d'une certaine manière, il y a des choses dont je me sens victime. Et ça va être important pour qu'on dialogue. Donc voilà, le caractère asymétrique du conflit, il va falloir en parler. Il va falloir assumer son identité avec tout ce qu'elle implique comme héritage, tout ce contexte dont je viens de vous parler. Je suis bien placé pour en parler. Moi, je me souviens être arrivé ici et avoir pu à un moment facilement dire que je me sentais citoyen du monde. Genre, non, mais ça, c'est vos histoires, c'est vos conflits à vous. Moi, vous savez quoi, je suis en dehors de ces conflits, je suis citoyen du monde. Et voilà. Et donc la question qui est non, t'as pas envie que les autres ils te perçoivent comme un oreille, mais c'est pas toi qui décide, c'est l'autre dans son regard qui va te dire comment il te perçoit. Tu as beau dire ça, de toute façon si l'autre c'est comme ça qu'il te perçoit, c'est ça qu'il va te renvoyer. Et donc assumer et développer une identité ethnique, quoi. C'est-à-dire que ok, toi tu es perçu comme ça, il va falloir l'assumer. Rabah Halabi, qui est un des créateurs de la méthode, quand il dit, parce que vous voyez bien, il s'agit de mettre les choses qui fâchent un peu sur la table, il dit que cette idée-là, c'est de pouvoir faire face à toutes ces questions qui ne sont pas faciles, c'est pouvoir créer une authentique réunion entre égaux et permettre de construire une société plus juste et plus humaine. C'est-à-dire, oui, ça va passer par un moment qui n'est pas agréable, mais parce que ça va ouvrir sur quelque chose qui est plus juste et plus humain et des vraies relations authentiques entre nous. Concrètement, en quoi ça consiste, cette méthode? Pour que vous le sachiez, on l'a fait 2 fois. On a organisé, j'ai cliqué 2 fois, encore une fois comme un idiot. Voilà, j'ai cliqué 2 fois. Donc, ça a consisté en deux petits groupes qu'on a créés, qui étaient des groupes d'une 15aine de personnes. Il faut que vous sachiez que, là, c'est encore une fois des psychologues qui ont travaillé sur cette question, des chercheurs. Ils ont démontré que ce qu'on peut observer, quand on prend un petit groupe, c'est que les dynamiques qui vont se mettre en place dans le groupe entre les gens, elles vont refléter ce qui se passe à l'extérieur du groupe, dans la société dans laquelle vivent ces gens. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans le petit groupe des dynamiques qui sont celles issues de l'extérieur, de la société à l'extérieur. Et ce qu'ils ont dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est dans un petit groupe, il y a une certaine fraternité, un lien qui se fait, parce c'est petit, on n'est pas anonyme, quoi. On va voir se rencontrer. Et on va pouvoir travailler dans ce petit groupe des choses qui sont issues de l'extérieur, mais dans ce petit groupe. Donc c'est ça la méthode de travail, c'est les objets que je vous ai dit avant, c'est-à-dire il va falloir qu'on puisse se parler de ce qui fait conflit, il va falloir qu'on puisse se parler en assumant, d'avoir une identité ethnique notamment affirmée et claire, qui ne va pas dire oui mais ça c'est les autres, moi je suis un individu tout seul. Non, tu as un héritage et tu vas devoir l'assumer dans le regard avec les autres. Et ça va se travailler dans des petits groupes de parole d'une 15aine de personnes. L'autre chose à laquelle on va faire attention pour créer ces petits groupes, c'est qu'on va faire attention à ce que dans le groupe, on retrouve les équilibres qui se passent ailleurs, à l'extérieur de la société.
Nous, les 2 groupes qu'on a créés, on a fait attention à ce qu'il y ait des Kanaks, des Wallisiens, des Caldoches, des Oreilles. Bon, c'est pas une histoire exacte au nombre près, hein, mais que dans le groupe, il puisse se passer la dynamique. Pourquoi ? Et je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être déjà constaté, vous, dans votre vie. Si tu es tout seul un jour de ton groupe à toi d'appartenance face à d'autres qui sont d'un autre des groupes, quoi. Je sais pas, moi, je suis tout seul en tribu avec des Kanaks, ou bien je me retrouve en brousse à être invité à manger à la station, et on commence à me parler des oreilles. Moi, je suis tout seul, je vais être prêt à dire ce que les gens y disent, c'est-à-dire que s'ils me disent quand même, des fois vous abusez un peu ceci, cela, enfin je vais vous dire les stéréotypes là, je vais pas me sentir gêné de dire mais c'est vrai, t'as raison. Par contre, s'il y en a d'autres de mon groupe à moi qui sont là, d'autres oreilles avec moi, le moment où je vais valider les autres, je vais être déloyal avec mon propre groupe. Et là, il va se jouer une dynamique dont je suis prisonnier moi-même, qui est très difficile à... Donc l'idée, c'est aussi que dans ce petit groupe, les individus ne soient pas tout seuls. Les individus aient à assumer leur identité collective. Et en gros, ils considèrent, hein, là c'est pareil, hein, c'est la méthodologie, ils considèrent que c'est à partir de 3 personnes de ton groupe qu'il y a une dynamique de groupe qui s'installe, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, voilà, on a créé 2 de ces groupes qui à chaque fois étaient d'une quinzaine de personnes, avec 2 personnes qui sont facilitateurs. C'est cette israélienne et cette palestinienne. On avait la chance qu'elles parlent français. Elles étaient francophones, elles vivaient à Paris, donc elles parlaient français. Elles sont venues 2 fois faciliter ces groupes. Et donc elles se posaient dans le groupe et elles étaient là non pas, elles ne faisaient que souligner au fluo, avec un feutre fluo, ce qui se passait dans le groupe. Elles n'apportaient rien elle-même de l'extérieur, c'est le groupe qui se met en discussion. Alors bien évidemment au début il se met en discussion avec des petits jeux, hein. C'est des petits jeux qui mettent le groupe en discussion, hein. Genre présenter votre voisin ou des trucs comme ça, enfin des systèmes comme ça. Et après les 2 facilitateurs, leur rôle c'est de souligner les dynamiques qui se passent. Et dans un groupe de ce type-là, ils soulignent des choses qui sont jamais anodines. C'est-à-dire comment vous vous êtes assis. Ok, on observe le groupe s'asseoir et ensuite on va demander aux gens. Alors vous pensez que vous êtes assis au hasard ? Donc forcément tout le monde va baisser la tête. Personne n'a envie de mettre des mots sur. Pourquoi c'est ça qui s'est passé. Et le groupe va consister à mettre les mots sur ces choses qui sont un peu dérangeantes, sur ces choses qu'on ne se dit jamais, sur ces non-dits, pour pouvoir les dépasser dans le groupe. Je vous prends cet exemple-là, mais il y en aurait plein d'autres. Et donc la dynamique du groupe, cette méthode, elle consiste donc sur, là, nous on l'a fait les 2 expériences, c'était sur 3 jours, hein, 3 fois 8 heures. Ce que je peux vous dire, et le principe aussi, excusez-moi, il y a une chose qui est importante, ce qui se passe dans le groupe ne sort pas à l'extérieur. On ne raconte pas, tiens, machin, il a fait ceci ou il a fait cela. C'est-à-dire le groupe va construire comme aussi un cocon qui va tenir les uns les autres, quoi. Et on va être loyal à ce groupe, on va avoir envie d'en faire partie. Il y a quelque chose qui va nous tenir avec ce groupe, qui est un phénomène classique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la formation professionnelle ou vous avez dû faire une formation professionnelle dans votre vie. Moi, j'en ai fait une il y a 2 semaines. En l'espace de 3 jours, pouf, ça y est, il y a un groupe qui est constitué, quoi. Et on veut faire les échanges sur Facebook alors qu'on sait qu'on ne se reverra jamais. Mais il y a ce truc, voilà, on a constitué un groupe, quoi. C'est humain, quoi. Il y a quelque chose en nous comme ça, quoi. Voilà, donc si vous voulez, cette méthode que nous on a fait, c'est une petite méthode qu'on a appelée les identités en dialogue. Vous avez vu qu'on a mis un S à identité parce qu'on est dans l'idée qu'il y a plusieurs identités, et à dialogue aussi parce qu'on pense qu'il n'y a pas un dialogue mais des dialogues qui s'installent, des dialogues avec soi-même, des dialogues avec les autres et tout ça. Et cette petite méthode, juste pour vous dire, hein, pour terminer, et j'en arrive à ma conclusion, cette petite méthode, j'ai encore appuyé une fois de trop, la poisse. Cette petite méthode, c'est une méthode qu'on voudrait poursuivre. Le stade où on en est là aujourd'hui, c'est que cette année, le projet qu'on a, c'est de former des facilitateurs ici, c'est-à-dire des gens qui seront en capacité d'accompagner ces petits groupes et d'essayer de développer de plus en plus ce genre de petits groupes. Ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que ça a été des moments très difficiles pour les gens. Ça a été des moments à la fois très forts et à la fois... C'est pas pour rien qu'il y a tout ce non-dit, et on l'a vu tout à l'heure. Se parler de ces choses-là, c'est parler de choses qui sont très dures à assumer, des choses qu'on n'a pas envie de voir, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre sur soi, sur les autres. Et ce que nous, on a trouvé très intéressant avec la méthode, c'est qu'elle dit pas, elle cherche pas à dire il y a des bons et des méchants. Elle cherche pas à juger moralement. Tu n'as pas choisi d'être celui que tu es. Tu n'as pas choisi que ton héritage historique, ce soit celui-ci. Donc on ne juge pas en disant t'es un salaud de colonisateur ou voilà. Non, la question c'est ok, il faut qu'on puisse se dire ce qu'on est
pour pouvoir le dépasser et l'assumer pour avoir des relations qui nous permettent à chacun de dépasser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne dit pas juste, en gros, pour le faire un petit peu caricatural, toi, le blanc colonisateur, tu dois faire du chemin et l'autre, il a juste à attendre que tu fasses ton chemin. Non, elle dit aussi, toi, celui qui est colonisé, tu as un chemin à faire qui t'appartient pour te libérer et personne ne le fera à ta place. Et c'est ça qui nous semblait intéressant, c'est qu'elle renvoyait chacun au chemin qu'il a à faire pour rentrer en lien authentique avec l'autre. On a tous un chemin à faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce chemin, c'est pas le même. Et ça, c'est ce que nous, ce que j'ai essayé de vous éclairer un peu ce soir avec cette idée. Vous voyez bien que ce dont on a allé à la rencontre avec soi-même de choses qui ne sont pas les mêmes en fonction de où on est dans ce rapport au regard de l'histoire coloniale. Pour terminer là-dessus, sachez même qu'aux États-Unis, les chercheurs en psychologie, ils ont même fait des modèles. Ils ont modélisé, à force d'observer des centaines et des centaines de personnes, ils ont modélisé les étapes par lesquelles ça passait, la prise de conscience pour se libérer de ça. Et évidemment, ces modèles ne sont pas les mêmes si vous êtes blanc, si vous êtes noir, puisque c'est ça la dichotomie souvent aux États-Unis, et même si vous êtes métis, ils ont même un modèle qu'ils ont constaté sur le chemin que font les métis dans cette espèce d'entre-deux où je me situe, comment je fais, de quel côté. Voilà, ce que je veux juste vous dire, c'est que effectivement, c'est ça ce chemin. Nous, on essaie de l'affronter en essayant d'organiser ce type de petits groupes. Ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, souvent les gens sont dans un chemin très dur avec eux-mêmes, un chemin de repli sur soi. Les quelques semaines, les quelques mois après sont des moments d'intériorisation souvent, parce que ce qu'on d'un coup on découvre de soi n'est pas facile, mais que quand on y regarde avec un peu plus de recul, 1 an, 2 ans, 3 ans, les relations qu'on a avec les gens avec qui on a participé à ce type de choses, si on continue à les avoir, parce que certains ne se sont pas revus malheureusement après les groupes, mais pour ceux qui continuent à se voir, sont des relations qui sont d'une solidité et d'une authenticité qu'on ne retrouve pas dans le reste de nos relations en Calédonie. En tout cas, Pierre qui est là, avec qui on a fait tout ce travail, mais il y a d'autres derrière nous avec qui on a fait ce travail. C'est vrai que nous, on a des relations entre nous où vraiment, ce qui fait qu'on continue à essayer de poursuivre ce projet, parce qu'il nous met mal à l'aise à des moments, puisqu'il touche à des choses pas faciles, c'est qu'on observe bien que ce qu'il y a comme relation entre nous, on n'arrive pas à le créer avec des gens avec qui on n'a pas fait ce chemin de se dire toutes ces choses. Ce chemin de pouvoir rigoler sur toi, les oreilles qui est encore en train de prendre la parole et que tu parles trop, ou toi, celui qui est encore en train de te taire en grattant la tête alors que c'est à ton tour de parler. Enfin, je caricature, mais vous voyez, ce chemin de rencontre. C'est ce qui nous a amené, en tout cas, à vous présenter ça. Qu'est-ce que c'est que cette animation ? Bon, c'est une jolie animation. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, dans l'idée du dialogue, c'est que malheureusement, ici, quand on parle de la question coloniale, le débat est très vite réduit à pour ou contre. Bien fait, méfait, c'est bien ou c'est mal, est-ce que c'est une gloire ou est-ce que c'est une honte, quelque chose qui est très dichotomique, vous voyez, c'est noir ou blanc, le truc, c'est bien ou c'est mal. Alors que finalement, au fond de nous, dans nos relations, c'est complexe. C'est complexe dans nos relations les uns avec les autres, c'est complexe avec nous-mêmes. Et en fait, cette pluralité, on a besoin de la faire vivre, et dans ces espaces de dialogue, c'est ce qu'on essaie de faire, la faire vivre, cette pluralité, et pas être pour ou contre, et pas que ce soit simple pour ou contre. Mais par contre, le prix à payer, c'est qu'il faut arriver à reconnaître et travailler ces rapports de domination pour s'en libérer, ces rapports d'oppression. Derrière tout ça, il y a des rapports de pouvoir, des jeux de pouvoir qui s'installent, et c'est pas seulement lié à la question coloniale. Je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans la relation homme-femme, c'est ce que les femmes décrivent dans la relation de libération par rapport à la domination de l'homme, dans les rapports de classe, les pauvres, souvent c'est ce qu'ils disent dans le sentiment qu'ils peuvent avoir. Je sais pas, dans la question des orientations sexuelles, je veux dire les LGBT souvent disent ça aussi, qu'ils se sentent jugés, ils se sentent dominés par une situation. Voilà, donc ces rapports de domination et d'oppression, il faut arriver à les déconstruire pour s'en libérer, et c'est quelque chose qui nous émancipe, c'est quelque chose qui nous rend plus heureux. Pour ça, il faut qu'on arrive à se dire les uns aux autres, mais aussi se dire les uns les autres, c'est-à-dire il faut que je puisse parler de moi, mais il faut que je puisse parler à toi, que tu sois prêt à m'entendre, qu'on ait envie de se dire ensemble. Pouvoir se dire aussi dans nos complexités et puis nos paradoxes aussi, nos ambivalences, et ça permet de se libérer. C'est libérateur, c'est pas facile, mais c'est libérateur.
Enfin, ce qu'on vous dit, c'est que le dialogue, c'est pas un débat, c'est ce que je vous disais, il ne s'agit pas de débattre de choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Est-ce que le système, est-ce qu'on est pour ou contre l'indépendance? Non. Il va s'agir de dialoguer de soi-même, de ce qui se passe en nous, en intime, dans sa perception de l'autre. Et il ne s'agit pas de lisser, de faire comme si, non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, on ne se dit pas les choses qui fâchent. Non, il y a des choses qui sont dures et qui fâchent, on va se les dire pour pouvoir les dépasser. Et surtout, et ça c'est malheureusement le constat qu'on a pu faire, si vous voulez, c'est que quand tu es dans une situation qui t'est favorable, il est très difficile, c'est parce qu'on est face à un conflit et que l'autre nous dit quelque chose qui nous est pas du tout agréable à entendre, qu'on se dit, ah ouais, là je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'entende. Parce que voilà, et que visiblement j'ai beau, moi je vais vous dire, encore une fois, parler de moi d'un exemple. Je me souviens arriver dans des réunions au début ici, il y a 20 ans, et qui se passe le contraire de ce qu'était mon intention. Parce que dans mon attitude, je m'en rendais pas compte, mais je gênais l'autre ou les autres qui étaient là. Et il a fallu que des moments d'inconfort, des moments où, où ce soit désagréable à entendre, que l'autre me dise, mais chut, tu vois, un truc que tu finisses par te dire, wow, que tu es comme un électrochoc qui fait, ah ouais, là j'ai vraiment quelque chose à entendre. Mais sinon, je continuais, je refaisais. Et pas parce que je suis une mauvaise personne ou quoi, mais parce que c'est mon code à moi, c'est comme ça que j'ai intériorisé l'idée que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Voilà, donc effectivement, voilà, tout le travail qu'on fait, nous, c'est un travail qui part du principe que il va falloir passer par cet inconfort pour pouvoir se dire, en tout cas, c'est nous, une des petites méthodes qu'on a fait à notre petit niveau, qu'on va essayer de développer un petit peu plus dans le pays à partir de l'année prochaine, pour essayer de faire face à cette possibilité de se dire et cette possibilité de dialoguer entre égaux. Merci beaucoup, en tout cas, de votre écoute à tous. Bon, sans plus tarder, on va laisser la place à l'échange. Il y aura Lisbeth de ce côté-là et moi ici, pour ceux qui veulent poser une question. Ça m'embête parce que, vous voyez, il n'y a que les oreilles qui parlent. On est là pour vous autres, mesdames, messieurs. Donc, c'est facile et difficile de parler. La première chose, pardonnez-moi, je suis un peu surpris, tout en étant content et en vous remerciant. Surpris, pourquoi? Parce qu'on parle de quelque chose qui est humainement formidable, mais qui, politiquement, entretient la distanciation. Alors, je vais m'expliquer. Lorsque vous dites il faut être ensemble, il faut dialoguer, il faut se dire tout. Mais pendant ce temps, celui qui se sent colonisé et à qui on apprend des valeurs de la République, égalité, égalité. Mais quel droit? Quel droit? Est-ce que le droit de la différenciation? Non. Égalité égale même droit, destin commun, droit commun. Compliqué. Ensuite, ce qui est pire, c'est un senti que j'ai, je suis oreille, fier de l'être, avec mon drapeau français. Mais ce qui est pire, c'est que pendant que l'on discute, dans cette démocratie du vote, au début, on a colonisé. Ensuite, l'État était intrusif, il a colonisé. Ensuite, il était tutélaire. On était dans la décentralisation. Aujourd'hui, il est souverain. Mais les gens rentrent avec le droit de vote, c'est normal. Je ne veux pas trop parler de tout ça. Avec le droit de vote, ce qui fait que celui qui vient rechercher sa spécificité pour la mettre en valeur se retrouve noyé, comme un poisson qui ne peut plus bouger. C'est tout. Par le vote de plus en plus massif ou moins oreilles. Non pas, je suis fier de l'être, hein, mais je développe mes codes, et c'est là que j'en reviens. Et ces codes que je redéveloppe, ils prennent racine de plus en plus. Vous avez monté un Bagnan tout à l'heure. C'est ça, nous. On est le Bagnan. On n'a pas fini de mettre des racines. Et si vous avez mieux, lorsque je parle de ça, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est l'humain, le ressenti. Je suis en train de discuter. Tu es kanak, je t'ai colonisé, allez, on laisse tomber. Oui, mais tous les jours, il en arrive qui font ce monde.
les oreilles, mesdames, messieurs, pardonnez-moi les Calédoniens, on a commencé à vous éliminer un tout petit peu du monde politique. Ensuite, c'est pas qu'on ait voulu, c'est le monde de la démocratie et du vote. C'est ça. Pardonnez-moi, ça n'a peut-être rien à voir ce que je dis, mais pour moi, si l'on veut dialoguer face à face, il faut d'abord avoir le code qui nous permet de dialoguer face à face, d'exister l'un et l'autre, et de ne pas être engloutis tout doucement sous le poids du nombre qui augmente tous les jours et qui efface tous les jours une partie de mon existence, de qui je suis, du droit coutumier qui est tous les jours balayé. Je n'en dirai pas plus. Bonsoir, je suis un habitant de Vaud. En fait, j'ai juste une question enfin, arrivé à ta conclusion où tu dis, voilà, le dialogue, ce n'est pas un débat, ce n'est pas ça. Et alors, pourquoi vouloir dialoguer au même niveau? Pourquoi vouloir être pourquoi rechercher l'égalité dans le dialogue? À la fin, j'ai essayé de suivre ton fil pendant et je mettais des points et ça avançait et j'arrivais, et en fait ta conclusion elle me perturbe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on veut alors pourquoi vouloir dialoguer au même niveau. Je veux bien, comme on est dans l'échange, c'est vrai, c'est aussi une des questions que pas que je me pose, mais c'est un constat qu'on parle de rapport d'égalité dans les droits, mais après, dans nos vies, dans notre quotidien, on est bien inégaux. Et c'est justement dialoguer avec nos inégalités, avec nos différences. C'est ça dont on doit prendre plutôt conscience que chercher à tout prix à être égaux. On ne sera jamais égaux. Enfin, à mon avis, après, je ne sais pas s'il y a des réactions dans le public. Mais justement, cette conscience qu'il y a une disparité, qu'il y aura toujours une position de privilège chez l'un, chez l'autre. Tant qu'on a conscience de ça, on peut justement se confronter à se remettre en cause. Mais oui. C'est quelque chose aussi dans le titre que je me disais, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'inégalité plutôt que de chercher à tout prix l'égalité que... Je pense que c'est une question qui est extrêmement profonde, y compris au niveau philosophique. Je pense qu'il y a quand même deux petites choses, moi, qui me viennent, y compris par rapport à ma conclusion. D'abord, par rapport à ce que tu disais, Alan, qui est la question que, pour moi, la notion d'égalité, elle n'implique pas la notion d'être identique. Égaux, c'est pas identique, c'est-à-dire que ça n'implique pas d'être différent, d'être tous les mêmes. Ça implique de pouvoir égaux en humanité, en fait, effectivement, là où on pourrait peut-être préciser, c'est égaux dans l'humanité qu'on accorde à l'autre, dans le fait que je ne suis pas en train de te considérer comme un moins que rien et moi quelqu'un supérieur à toi par nature. Ce qui est quand même l'histoire, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est-à-dire que l'histoire a fait que c'est ça qui s'est construit dans nos têtes, c'est que par nature, au fond, je pense que toi tu es un peu supérieur et toi tu penses que tu t'es construit en infériorité. Et donc il y a quelque chose qui est libérateur et qui est presque, et c'est là où je vous réfère un petit peu à la question de le propos du psychiatre, qui est dans sa fonction médicale de docteur de la tête, qui dit qu'il y a quelque chose qui nous aliène à avoir ce type de relation entre nous. Et il y a quelque chose de libérateur à pouvoir envisager cette idée de se considérer, de se penser comme l'égal de l'autre. Je reviendrai après sur un autre élément, juste par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai peut-être mal exprimé dans la conclusion. Ouais, je l'ai peut-être mal exprimé dans la conclusion. Ce que moi, j'ai cherché à vous dire quand je vous ai parlé de cette expérience qui a été la nôtre avec les 3-4 autres personnes avec qui on a participé à tout ce chemin depuis plusieurs années, c'est que c'est totalement presque jubilatoire au sens où ça avait une joie intérieure énorme à un moment d'avoir le sentiment que dans ces relations avec ces personnes-là, le fait qu'on ait réussi à se dire pour ce qu'on est, dans la complexité de nos souffrances,
ou que l'autre ait pu nous faire entendre tout ce qu'il voit en nous quand on se met en discussion, il y a quelque chose de totalement libérateur. Donc effectivement, pourquoi moi je pense pourquoi, parce qu'effectivement ça libère, quoi. Parce que, je ne l'ai pas traité cette question-là, si vous voulez, mais Pierre, dans ce qu'il souhaitait traiter, y compris, il faut situer que Pierre, qui donc devait parler avec moi, est de formation EduxP, il se confronte aussi, et il a travaillé beaucoup sur la question du dispositif cannabis, la question des addictions, de la manière dont les gens s'alcoolisent, de la quantité d'alcool qui est bu, de ces manières qui sont des manières de détourner, sont des choses qui montrent qu'il y a quand même des frustrations intérieures, que les gens essaient de fuir, et ça c'est quelque chose de... c'est des choses qui ne sont pas faciles à dire pour moi ici, mais ce sont des réalités qui ont été montrées dans tous les pays du monde où il y a des problématiques avec un peuple autochtone, c'est-à-dire un peuple originaire du lieu, mais qui se sent, ça résonne un peu avec ce que le monsieur disait juste avant, qui se sent envahi, entre guillemets, chez lui, qui se sent petit à petit mis en minorité. Il y a dans tous ces états du monde où il y a des peuples autochtones, des problématiques liées à l'alcool et à l'alcoolisation massive qui sont catastrophiques, qui montrent bien qu'il y a des frustrations intérieures qu'il va falloir arriver à dire, à dépasser, à faire quelque chose. Effectivement, pour celui qui est, et c'est là où effectivement les choses ne sont pas symétriques, pour celui qui est dans la position, et ça c'est encore une fois, ces gens-là qui écrivent, qui le disent, pour celui qui est dans la position du colonisé, il y a quelque chose de totalement libérateur à pouvoir faire entendre à l'autre tout ce que j'ai vécu. Pour celui qui est dans sa situation de confort, parce que le monde lui ressemble, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce monde, il est facile pour moi, je ne suis pas obligé de comprendre les codes des autres. Enfin, encore une fois, sauf si je vais vraiment en milieu kanak, en tribu, mais a priori dans mon quotidien, je ne suis pas obligé, c'est confortable. Il y a quelque chose où j'ai pas de raison finalement, effectivement, que j'entends un peu la question que tu posais, j'ai pas de raison pourquoi j'irais essayer de faire ce chemin-là. Ce que moi je peux dire, la seule chose qui me viendrait avec le cœur et les tripes, c'est la question de... c'est libérateur, quoi. Au fond de moi, si je dois dire, moi je vois bien que je suis... il m'a fallu beaucoup de chemin, j'ai beaucoup porté de culpabilité coloniale. J'ai passé mon temps à m'excuser au début, là, les années que j'étais ici au début, j'ai passé mon temps à m'excuser. Et je ne comprenais pas la mécanique, mais la mécanique, elle est celle que je vous montrais. Évidemment que moi, j'ai grandi avec l'idée des libertés, égalité, et je voyais bien que ce n'est pas ça la réalité. Donc j'avais un conflit intérieur qui m'amenait à me sentir coupable. Il m'a fallu du chemin pour qu'on... Et là, typiquement, je ne l'ai pas présenté ce soir, mais dans les modèles que je vous expliquais tout à l'heure des psychologues, les Américains, là, le modèle qui concerne les Blancs, il montre bien qu'il y a une étape à un moment qui est une des étapes, il y a 4 ou 5 étapes classiques de la libération, de l'émancipation par rapport à un contexte de domination. Il y a un des moments qui est se libérer de la culpabilité. Donc pourquoi, effectivement, je ne l'ai peut-être pas assez valorisé, mais peut-être on pourrait défendre l'idée que finalement, restons sur ce non-dit. Moi, ce que je fais comme constat, c'est que j'ai le sentiment quand même que quand je vois le niveau de violence à des moments qui peut s'exprimer, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un malaise et qu'il y a des choses quand même à traiter. En tout cas, moi, c'est nous, en tout cas, ce qui nous habite, l'idée que se parler entre égaux, c'est quelque chose de libérateur. Par contre, et pour en revenir à ce que tu disais, Alan, c'est vrai que la contrepartie, c'est OK, dans le groupe, on va se parler entre égaux. En termes d'individus, c'est bien parce qu'on va se sentir une fraternité d'êtres humains comme des égaux. Mais on sait très bien que dès qu'on quitte la salle du groupe et qu'on va dehors, on est reconfronté à nouveau à ces inégalités sociales que tu décrivais. Et là, effectivement, c'est vrai que c'est une vraie question. Nous, ce sur quoi on mise, c'est l'idée que plus les gens ils vont avoir fait un chemin d'émancipation avec eux-mêmes, plus ils vont le réinvestir dans la vie à l'extérieur pour essayer de faire bouger les choses, changer les choses. Les discussions qu'on a eues avec les Palestiniens et les Israéliens, et là je fais un pas de côté, je sors de notre contexte calédonien à nous, ils disaient, un des trucs classiques qu'on a eu avec les Palestiniens, c'est qu'ils disaient, c'est gentil, là tu me demandes de parler, de construire les conditions de parler d'égal à égal avec l'Israélien, de le reconnaître dans son humanité. Mais tu sais quoi, moi tout à l'heure, je vais prendre le bus et je vais retourner dans les territoires occupés, où j'ai pas le droit de sortir parce qu'il y a des checkpoints, où j'ai pas le droit. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille faire ce travail de lui parler comme un égal ? Et c'est vrai qu'eux, ils ont été confrontés à cette réalité-là, qui est à la fois, et c'est paradoxal quand ils le racontent, ils racontent que c'est un des gros points sur lesquels ils sont encore en questionnement. Finalement, est-ce que tu donnes pas un faux espoir aux gens quand tu leur fais croire qu'ils vont pouvoir se parler entre égaux, alors que dès qu'ils retournent dans la société derrière au quotidien, ils voient bien qu'ils ne sont pas égaux. Pour nous,
nous, ce qui a fait qu'on a quand même défendu l'idée qu'il faut tester, hein, et encore une fois, on ne vend pas un modèle, on n'a rien à y gagner, on teste des trucs, on se dit que dans ce pays, il faut essayer des choses, on teste des trucs, et ça, pour nous, c'est quelque chose qui donne un peu d'espoir, c'est de se dire, ce chemin de libération avec soi-même, c'est pas comme si chacun retournait dans son territoire. Il n'y en a pas qui vont retourner dans leur territoire occupé dans ce pays. C'est plus ça la réalité de la Calédonie. Justement parce que le chemin institutionnel et politique a libéré petit à petit la question coloniale du système colonial. Et donc notre espoir et notre pari, c'est que ces gens, quand ils se libèrent et quand ils sont heureux de se rencontrer avec l'autre, ils vont le réinvestir d'une manière ou d'une autre pour créer une société plus fraternelle. Et si on parle plus de manière de politique d'égalité-inégalité, une société avec moins d'inégalité sociale, plus juste. Voilà, c'est notre espoir à nous. Peut-être que c'est pas ça qui se passera. Voilà, mais c'est comme ça que nous on l'a rêvé, en tout cas qu'on le rêve, quoi. Moi j'ai une question par rapport à... Tu parles beaucoup voilà, de l'émancipation de soi, de ce travail... enfin, ton approche elle est très... voilà, via la psychoanalyse, le psychique. Est-ce que justement dans il n'y a pas aussi un aspect de l'éducation et de l'histoire qu'il faut tenir en compte dans justement les identités en dialogue? Parce qu'on voit très bien qu'on a un gros problème au niveau de l'apprentissage de l'histoire. Pour parler de notre état de colonisé, il faut qu'on connaisse aussi notre histoire coloniale, et celle-là, on ne nous l'apprend pas. Est-ce que ça, c'est intégré dans les groupes? Est-ce que ça ressort dans les discussions, ou on reste juste sur le sentiment? Parce que tu parlais voilà, du sentiment d'infériorité, mais tout ça, ça a été bien établi par des politiques coloniales qui sont arrivées. Enfin, l'exemple le plus parlant en Océanie, c'est le découpage de l'océan Pacifique en tripartie, et toute la vision justement de l'homme mélanésien, de l'homme noir à la peau noire comme inférieur, c'était c'était pas juste des sentiments, c'était vraiment une politique scientifique qui a été poussée, qui a intégré les universités, les éducations, et après les mentalités qui sont devenues les préjugés des personnes. Est-ce que ça ressort dans les discussions? Est-ce que ça devrait ressortir ou pas? Déjà, juste, effectivement, encore une fois, c'est pas une méthode magique, hein, et donc elle ne pourra pas compenser tout ce qui est lié à l'histoire, au fait que comment on enseigne nos histoires, comment on apprend à la connaître, comment toutes ces choses-là. Hein. Donc effectivement, le temps, je vous l'ai dit, le temps de dialogue de ces groupes-là, c'est 3 fois 8 heures, donc effectivement, c'est pas un cours du tout, c'est juste, on fait parler les gens. Ce qui est sûr, et je pense que vous l'avez vu, il y a un parti pris politique dans la manière dont on présente les choses. Hein. Je veux dire, nous, c'est un parti pris qui ne cherche pas à dire il y a des bons et des méchants, mais c'est un parti pris qui dit clairement l'histoire coloniale, c'est une histoire injuste, qui a positionné des gens dans une situation de domination par rapport à d'autres, et ça, c'est plus supportable et il faut s'en libérer. Donc effectivement, quand les facilitateurs, ils observent le groupe et qu'ils soulignent les choses du groupe, ils soulignent jamais les choses par hasard, ils soulignent des choses qui sont liées à des inégalités ou à des... je vais vous donner un exemple de choses qu'ils décrivaient. Par exemple, la dynamique se met en place, puis c'est toujours les mêmes qui parlent. Le facilitateur, il sait très bien que derrière ça, il se joue quelque chose lié à celui qui se sent légitime à parler, parce que d'abord c'est sa langue natale, il parle le français depuis toujours, l'autre il faut qu'il fasse un effort éventuellement de switcher dans la langue de... Hein, donc il voit bien qu'il y a un rapport de domination qui s'installe dès ce moment-là. À partir du moment où il souligne ce truc-là au groupe, il dit, voilà, le facilitateur, hein, celui qui facilite le groupe, bon, je vous le mets en scène un peu comme ça, mais voilà, vous avez pu observer que c'est toujours un tel qui parle, qui prend la parole en premier. Vous pensez que c'est anodin? Donc là, les gens vont forcément commencer à parler. Ce que je veux dire, c'est que quand il dit ça, il est déjà dans un parti pris. Il est déjà dans un parti pris qui dit je suis en train d'éclairer quelque chose avec une grille de lecture qui est une grille de lecture décoloniale. Hein. Je veux dire, tu nous as présenté, nous, enfin en tout cas nous en tant que militants, on est sous cette logique-là, on défend l'idée qu'il faut qu'on se libère de la colonisation. Je veux dire, on a un parti pris clair et net. On la défend pas sous l'angle, comme vous l'avez bien compris, de chemin au sens institutionnel. Ça appartient au monde politique de faire ce chemin. Mais en tant que valeurs humaines, les valeurs que nous on défend, oui, ce sont des valeurs qui disent c'est totalement, comment dire, injuste et pas moral d'avoir qu'il se soit passé ça. Il faut qu'on arrive à s'en libérer de ça.
Pas pour dire machin, c'est de ta faute. C'est comme ça, on est né ce qu'on est né. Et puis voilà. Par contre, tu as une responsabilité à te libérer de ça, quoi. Donc oui, on ne parle pas de l'histoire en tant que telle, tu vois, avec je vous rappelle que. Mais par contre, tu sens bien que dès que machin, il va commencer à parler. Je vais vous parler d'un autre exemple qu'il y a eu dans le groupe. Il y a une des filles qui était une jeune fille kanak d'UVA qui ne disait pas un mot. Mais pas un mot, pas un mot, pas un mot. C'était la première fois qu'on a eu ça. Genre pendant 4-5 heures du groupe, c'est la seule qui n'a pas dit un mot et tout ça. Et elle bouillonne à l'intérieur. Elle n'en peut plus d'entendre les autres qui parlent. Et au moment où elle parle de filles d'UVA, avec ce qui s'est passé à UVA, avec les gens qui sont morts, des gens de sa famille, de tout ça. Au moment où elle pose tout ça, évidemment qu'elle ne fait pas un cours d'histoire. Point par point, je vous rappelle que, voilà, 88, il se passe ça, 89, il se passe ça. Non, par contre, elle pose ses tripes sur la table. Non, mais c'est tout ça ma souffrance à moi. Et elle pleure, évidemment, parce qu'elle parle avec son intimité. Et là, le groupe est complètement habité par l'idée, waouh, ce que j'ai à entendre, c'est que cette personne, depuis tout à l'heure, elle nous écoute, elle nous entend avec cette souffrance qui l'habite. Et en tout cas, moi, ce que je peux vous dire pour des amis Caldoche qui ont participé, une des témoignages que me faisait une des copines, c'était de me dire, c'est la première fois que je mesurais à ce point-là, dans le réel, dans l'intime, la souffrance qui habite cette personne qui fait partie de mon groupe à ce moment-là, puisqu'on a constitué un groupe commun. Cette souffrance, d'un coup, je peux m'y relier. Je peux me relier à waouh, c'est terrible ce qui t'habite. Et elle me disait aussi autre chose. Elle me disait aussi, c'est la première fois que j'ai créé un espace où j'ai eu le sentiment que le kanak qui était en face, je caricature un kanak caldoche, mais bon, c'était plus complexe comme je vous l'ai expliqué, mais pouvait m'entendre, moi en tant que caldoche, dans ma peur. Mais moi, j'ai que ici. Si je dois partir, j'ai que ici. Et l'autre l'entend dans cette peur. C'est-à-dire que c'est pas que je veux absolument te dominer, mais il faut que tu entendes ma peur aussi de mon avenir à moi. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un côté libératoire. Enfin, je sais pas comment le dire avec cette idée-là. Merci. Excusez-moi, je vais reprendre la parole là, pour rebondir sur ce que tu disais, pour revenir sur la méthode. Donc, pour avoir ces réflexions, pour pouvoir aller chercher, s'exprimer lors de ce dialogue, parce que tu as parlé de genre, tu as parlé d'identité, mais il faut avoir quel âge? Est-ce qu'un enfant qui a 12 ans, qui commence à travailler comme ça, alors qu'il ne voit pas c'est quoi un kanak, il ne voit pas c'est quoi un wallis, est-ce qu'il peut faire ce travail? Est-ce que quelqu'un qui a 18 ans, qui est dans la révolte, est-ce qu'il peut se faire ce travail? Est-ce que, par exemple, moi je veux dire, il y a un moment où, ça c'est témoignage, voilà, mon père, kanak, instituteur. Et ben voilà, c'est un moment, ça a marché. Voilà, et après, tu es heureux, tu pardonnes, mais tu comprends, tu dis ça a marché, on est tous ensemble. Et puis un jour, 10 ans plus tard, tu dis ah ouais, mais en fait, donc c'est en telle année que les Kanaks sont devenus français. C'est-à-dire qu'en fait, quand mon père est né, il n'était pas français, il était indigène, naturel. Et mince, et c'était quand? Et c'est mon père, donc on est là, on est vivant, il y a des gens qui arrivent. C'est pas une histoire lointaine. Donc à quel moment et avec quel bagage? Quel est le meilleur moment, quel est le meilleur bagage pour arriver à ce genre de dialogue? Et donc comment tu exprimais ta sortie de ce dialogue? J'avais un peu aussi l'impression de la crise de la quarantaine, tu vois, l'existentialisme, et puis tu sors, tu fais beaucoup d'introspection, tu t'en fais un peu sur toi-même, tu réfléchis. Donc voilà, quelle maturité il faut avoir ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut se faire à plus long terme? Parce que là, 3 fois 8 heures, est-ce que c'est des choses qu'on refait plusieurs fois dans la vie? Est-ce qu'il y a derrière garder contact, mais après tu t'enfermes avec les mêmes personnes aussi, avec qui tu as fait ce même travail, donc ça t'ancre à un moment aussi dans ton processus. Enfin, autour de cette méthode, voilà, pour revenir sur la méthode, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Pas de souci. Alors, il y a plusieurs questions et je vais essayer de les traiter toutes. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Oui, on comprend bien que pour parler de ce genre de choses, effectivement, mettre un enfant de 12 ans en lien en même temps avec des adultes, c'est un peu compliqué. Pour autant, le deuxième groupe qu'on avait fait, il y avait une des jeunes filles qui avait 20 ans, je crois, et une des personnes les plus âgées avait plus de la cinquantaine, tu vois. Donc, on avait un groupe qui était... parce qu'on avait fait attention aussi à ça, à ce que ce soit un peu de différence
différentes catégories d'âge. On l'a pas essayé, nous, ici, en Calédonie, puisqu'on l'a fait que 2 fois. Mais je sais que les filles qui travaillent beaucoup, donc elle s'appelle Manal, la palestinienne, elle est de Naplouse, et Tal, qui est de Tel Aviv. Manal et Tal, chaque année, Manal et Tal, elles allaient aux États-Unis et elles encadraient des groupes d'adolescents. C'est-à-dire que cette méthode-là, elle la faisait pendant des summer camps, ils appellent ça des colonies de vacances. C'est des colonies de vacances où les gamins israéliens et palestiniens, il y a des fondations qui payaient les billets d'avion, donc ils étaient envoyés hors contexte aux États-Unis, dans les parcs, tu vois, des endroits super, ils faisaient des colonies de vacances, et tous les jours, il y avait des temps de dialogue de ce type-là. Les gamins, c'était des ados, quoi. Tu vois, c'est des 14-18, quoi. Donc c'était vraiment des ados. Alors effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que, évidemment, quand tu mets des ados de 14 ans avec des gens adultes, ça ne va pas donner la même chose. Mais visiblement, il n'y a pas de limite. Enfin si, la limite, c'est effectivement quand même l'adolescence, tu vois, de commencer à pouvoir, comme tu le disais très bien, mesurer qu'il y a ces dynamiques qui se mettent en place, identitaires et tout ça. Ce qu'elle nous disait, qui était hyper intéressant, c'était qu'il est beaucoup plus facile de travailler ces questions-là avec des jeunes. Plus les gens sont âgés, plus c'est difficile de travailler ces questions-là. Ce qui est complètement logique, hein. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus les choses s'installent dans ta tête de qui tu es, de ce que tu es, plus ça va être difficile de déconstruire la manière dont tu as établi les choses dans ta tête. Donc elle disait que de bosser avec des jeunes, elles adoraient, et que c'était l'éclate. Et c'est vrai que moi, comme toi, je disais, mais comment ils font les gosses pour parler de ces questions-là et tout? Elle dit juste, tu utilises des jeux. En fait, effectivement, en termes de méthodologie, tu vas utiliser des moyens pédagogiques pour que les jeunes parlent d'eux-mêmes, qui vont pas être les mêmes qu'avec un groupe d'adultes, éventuellement. Mais au fond, tu vas venir leur parler des mêmes choses. Et elle disait, hein, moi, il se trouve que je les connais très très bien, ces filles. Moi, je les voyais chaque année, à chaque fois quand je rentrais voir la famille en France. Et donc, elles m'en ont parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me souviens de ce qu'elles racontaient. Mais les gamins, ils allaient super loin dans leur discussion, très, 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 très loin. Ça, c'est la première chose sur, effectivement, la limite d'âge, sur comment on peut se passer. Nous, on n'a pas fait assez d'expériences récurrentes plusieurs fois pour observer des choses, pour se dire, est-ce qu'il vaut mieux faire avec des groupes juste de leur côté ou des groupes tous ensemble. C'est vrai que nous, une de nos envies, si on devait continuer à travailler, c'est de travailler avec les jeunes. Notamment dans les quartiers à Nouméa, dans ces endroits où se fait la mixité de manière très forte et où elle est souvent assez conflictuelle. Travailler avec ces groupes-là, ça fait partie des choses qui nous traînent en tête, d'essayer d'aller travailler avec ces jeunes-là. Ce qui est sûr, c'est que tu demandais combien de temps ça se fait. En fait, il y a rien. En fait, c'est pas une méthode au sens rien n'est arrêté. Tu vois, quand je te racontais, quand elles ont fait les colonies de vacances avec les gamins, elles partaient un mois. Sur le mois, les gamins, de manière, pas tous les jours, mais je crois quasiment tous les jours, ils avaient des temps de dialogue. Ils ne faisaient pas des journées entières. Là, nous, tel qu'on a organisé les groupes, c'était des groupes où c'était 8 heures par jour, 3 jours de suite. 2 fois 3 heures, je crois, non, 2 fois ou 4 jours. Bref, en tout cas, c'était des journées entières. Effectivement, tu ne vas pas pouvoir enchaîner des journées entières et des journées entières, prendre une semaine entière, c'est compliqué. Mais te dire, tiens, on peut faire 2 week-ends, 3 week-ends. Et en fait, il n'y a rien qui t'empêche d'imaginer que ce groupe il puisse continuer. Nous, il y a une des choses qu'on a observées, et ça c'est une des copines kanak qui participait, qui est très très... Parce qu'en gros, une des questions qui s'est posée pour nous quand on a fait venir cette méthode de l'extérieur, c'est le grand classique, c'est ouais mais ça vient de l'extérieur, est-ce que ça va être adapté à ici ? Et une des choses, comme vous le savez, qu'en Méditerranée, les gens ils parlent beaucoup, les Palestiniens, les Israéliens, c'est des gens qui parlent facilement, beaucoup, fort, tout le temps. Et il y a ce côté-là, si on fait des stéréotypes. Et une des vraies questions qui se posait pour nous la première fois qu'on a organisé le groupe, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver ici ? Quand on sait comment les gens, on l'a dit tout à l'heure, le non-dit, mais même la capacité des gens à rester silencieux, à attendre que ça passe. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, quoi. C'est ça qui a été très étonnant. Une de nos peurs, le premier jour du premier groupe, c'était en 2012. J'ai pas raconté tout à l'heure. Mais nous, qu'est-ce qui nous a amené à créer ces groupes-là ? C'est le film L'Ordre et la Morale. Le film L'Ordre et la Morale, vous vous souvenez, Mathieu Kassovitch sur les événements d'Ouvéa, et à Nouméa, ils interdisent le film au cinéma. Il passe pas au cinéma. Nous, on s'occupait de l'AFOL au niveau associatif, bénévole, et on a dit, ah non, c'est pas possible, ça fait partie des trucs qui traitent du pays, ça va passer partout sur la planète, mais pas ici, c'est pas possible. Donc on a fait le choix de passer le film. On a eu salle pleine, la salle de l'AFOL, elle faisait 550 places à l'époque. La salle a été pleine 3 semaines de suite. Il y a eu plus de 10 000 personnes et tous les soirs c'était, mais il restait plus une place de libre. Et c'était hyper mixte. Et il y a 4 des soirs où on a organisé des débats avec les gens d'Ouvéa qui avaient participé au film, mais aussi avec des gens de la Ligue des droits de l'homme, des gens de l'association pour la médiation.
Et les soirées ont été dingues. Les soirées ont été dingues. Les gens se sont mis à parler jusqu'à minuit et demi. Les gens pleuraient dans la salle. Il y avait vraiment... Et d'un coup, il y a eu comme un déclic pour nous de se dire, mais waouh, c'est ça qui nous manque, des espaces pour se dire, des espaces pour se rencontrer. C'est ça qui nous a amené, nous, à aller, à se dire, bah tiens, on a cette méthode dont on entend parler depuis un moment, bah, on n'a qu'à essayer. Et donc, juste pour vous raconter, on essaye le premier groupe. Les premières fois qu'on fait venir les filles, mais on était dans nos tout petits souliers, quoi. On était là à se dire, oh, mais on les a fait venir de l'autre bout du monde. Ça a coûté je sais pas combien de les faire venir. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, on a réuni 15 personnes qui sont là. On va être comme des couillons, quoi. Et ça a pris, mais ça a pris tout de suite, quoi. Et alors, ce qui est hyper intéressant, et c'est là où je parle un peu, je raconte des anecdotes un peu sur le groupe, hein, c'est que donc la question était, est-ce qu'on va retrouver en fait ici les mêmes mécaniques que ce qui se passe entre eux dans les dynamiques là-bas. Je vous raconte l'anecdote, c'est le premier matin, un des premiers exercices qu'ils font. Logiquement, le groupe ne se connaît pas. Certains se connaissent parce que le pays est petit, donc certains dans le groupe qu'on avait constitué se connaissaient, mais d'autres ne se connaissaient pas. Donc ils sont là tous les 15. Oui, alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, les gens sont assis en rond, avec cette idée d'égalité, quoi. Voilà, on est tous en rond, on est tous égaux par rapport au milieu, les facilitateurs sont de chaque côté, et donc le premier exercice est un exercice où on fait parler les gens de leur identité. Tiens, est-ce que tu peux te définir, comment tu te définirais? Avec, je sais plus, un jeu comme il peut y en avoir, je sais pas, dis des mots, bon, présente-toi, et pas plus que ça, ton identité. Eh bien, il s'est passé un truc extrêmement intéressant, c'est que donc tous les Kanaks et les Océaniens qui étaient là se sont présentés en commençant par parler de leur identité de clan ou de famille, de groupe, pour ensuite parler de leur île, pour ensuite parler ben, moi je suis de Nouvelle-Calédonie, bon c'est vrai que je suis français, et éventuellement des fois finir, bon mais c'est vrai qu'au fond je me sens appartenir au monde, en commençant donc par leur identité intime, pour aller vers l'extérieur. Tous les Blancs qui étaient là ont tous commencé par parler, pour éviter l'idée de devoir définir qui ils sont. Bon, moi, je suis ça et tout ça. En disant, ouais, moi, je me sens citoyen du monde. Bon, c'est vrai que je suis français et c'est vrai que je suis un Français d'origine calédonienne ou je suis un Français d'origine de là-bas, de la métropole, et en sens inverse dans la manière de se présenter. Eh ben, c'est exactement la même mécanique qui se passe avec les Israéliens et les Palestiniens là-bas dans leur groupe. Dès le premier matin, il se passait des mécaniques comme ça et qui ne sont pas anodines. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les Océaniens? Il y a un enjeu à ne pas être noyé. Le monsieur qui est parti là tout à l'heure parlait de ce sentiment de pouvoir être noyé. Bien évidemment, quand tu as le sentiment que ton identité est en train d'être noyée, elle est hyper importante pour toi, cette identité. Elle est en danger, tu as un sentiment qu'elle est en danger, donc il faut l'affirmer tout le temps. Quand le monde te ressemble, t'as pas besoin, moi j'ai pas besoin de rappeler à tout le monde que je suis normand. Enfin si, ici on m'appelle viking, mais je veux dire, c'est même pas quelque chose qui m'habite. Moi c'est quelque chose que moi j'arrivais à l'époque, je me souviens quand je suis arrivé ici, c'est les premières fois qu'on m'a fait prendre conscience que mais t'es d'où exactement, à devoir me définir, quoi. Parce qu'avant j'avais eu jamais à me définir. Donc ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans la méthode, on est un peu dans l'expérimentation, on tente des trucs. Et il y a une des copines Kanak qui a participé, elle défend l'idée que il faudrait pas qu'on soit tout le temps tous ensemble. Il faudrait qu'il y ait un moment où on puisse aller, on avait utilisé le terme chacun dans sa maison, pouvoir être dans ce sentiment d'entre-soi qui te permet d'oser dire des choses que tu ne vas pas oser dire aux autres parce que tu n'as pas envie de leur faire du mal ou tu as peur que ça va faire du mal. Et déjà, une fois que tu vas avoir dit dans de petits groupes à toi, ok, le groupe à toi, c'est plus une parole individuelle, c'est une parole de petit groupe à toi que tu vas aller ramener à l'autre groupe. Donc pour vous dire que la méthode, on dit méthode, mais il n'y a rien d'arrêté, c'est juste... L'idée, c'est de travailler sur la question de ce dont on vient parler ici. Tu viens pas nous parler de ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on a pour réguler, si tu veux, le groupe. C'est la seule chose qui est interdite, c'est de la violence physique. Mais si tu as envie de gueuler, d'engueuler l'autre ou d'exprimer une souffrance, tu peux. Parce que la question, c'est qu'on ne va pas éviter cette question-là, quoi. Mais moi, j'en ai marre que c'est toujours vous qui parlez et que la personne... Tu vas pas dire, oh, Toto, on se parle gentiment, on ne s'énerve pas. Non, on n'est pas là pour se parler poliment. On est là... et si tu veux, c'est d'ailleurs ce qui fait... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne me suis pas trop arrêté, mais puisque tu m'interroges pas mal sur la question de la méthode, il faut avoir en tête que, là encore, dans notre héritage de français, c'est un héritage républicain où il y a que des individus face à l'État. Voilà, on est des citoyens égaux et on est tous égaux face à l'État. Vous savez bien, dans la logique républicaine, il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de communauté.
C'est-à-dire l'État, il connaît que des citoyens, il ne connaît pas des communautés intermédiaires. En Calédonie, on a ça de très particulier, c'est que le pays est organisé, alors qu'il se veut français, républicain, il est organisé avec des communautés qui pour certaines sont officiellement reconnues, la communauté kanak évidemment, enfin le peuple kanak avec même ses instances à lui, mais même les autres communautés, on sait que c'est des communautés, on parle de communautés. Quand on fait le Mwaka, moi je me souviens de 2004, tous les politiciens ils sont là, et ils sont tous là à dire, il y a tous les représentants de chaque communauté qui vient amener son petit geste, voilà. Donc le pays se pense en communauté. En France, c'est pas le cas. Et si tu veux, dans la méthode, il y a une dimension qui est de penser l'identité collective. Et il y a une deuxième chose qui est différente avec une des méthodes souvent utilisées en métropole et en France en général, qui est la question de la médiation. Vous avez déjà entendu parler, on va faire de la médiation. La médiation, le principe, c'est que à la fin de la séance, il faut qu'on se débrouille pour que les gens y soient amis. Là, la méthode, elle n'a pas pour objectif que les gens soient amis. Elle a pour objectif que les gens aient pu se dire dans ce qu'ils ont au fond des tripes. S'ils deviennent amis par la suite, tant mieux. Et c'est nous le pari qu'on fait, c'est que les gens, une fois en se rencontrant comme ça, mais l'objectif n'est pas de... Si ce que tu as à dire à l'autre, c'est pas agréable, dis-le quand même, quoi. Dans la médiation, on est plus dans... non, il faut que tu parles bien à l'autre, faut pas élever la voix. Et voilà, donc c'est une méthode un petit peu, c'est tout ça pour dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une méthode expérimentale où on est quand même en train d'essayer des choses, on essaye petit à petit de voir ce qui peut marcher, ce qui peut se faire. Bonsoir, merci pour la présentation, c'est intéressant. Et comme il faut se dire les choses, moi, par exemple, ce que j'ai relevé dans la présentation, c'était quand vous parliez de la symétrie. J'ai trouvé que parler des victimes de l'histoire comme ça, c'était un mauvais exemple. Parce que quand vous veniez en plus à parler de par exemple, des Kanaks qui ont connu la spoliation foncière, on sait que, par exemple, quand on a été enlevé de son pays avec une enchaînée pour venir à l'autre bout du monde, je veux dire, voilà, après, on ne va pas commencer à parler de qui a le plus souffert de ça, mais je pense que, voilà, ça, à ce niveau-là, après, on va parler, là, vous parlez des trucs, donc c'est peut-être un problème de reconnaissance dans le regard de l'autre et tout. Donc après, c'est comment l'autre va faire que j'existe, comment il va comprendre mes souffrances et tout. Donc parce que là, est-ce que ces petits groupes de travail ont réglé quelque chose au niveau du conflit israélo-palestinien? Je veux dire, comment après, au niveau pays, ça, on peut le porter, quoi. Merci pour ce témoignage, ce ressenti. Pour commencer par la partie facile de la discussion, sur la partie de la fin, effectivement, c'est vrai, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la frustration profonde, en tout cas de l'École pour la paix, là, de cette association en Israël-Palestine, c'est qu'ils ont beau, pour que vous situez bien, c'est une méthode qui a tellement été développée qu'il y a carrément un département de l'Université de Tel Aviv qui est spécialisé sur cette question de psychosociologie. C'est de la psychosociologie, vous l'avez vu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est à la croisée entre des dynamiques collectives de sociologie et des dynamiques individuelles de psychologie de l'individu, le lien entre l'individu et le groupe. Il y a carrément un département de l'Université de Tel Aviv qui est dédié à ça. Et leur frustration, c'est que, on a beau faire ça depuis des années, il y a des milliers de personnes qui l'ont fait, la situation est toujours plus catastrophique. Et effectivement, il y a quelque chose pour eux qui est désespérant, je vais dire. Nous, encore une fois, et peut-être naïvement, mais naïvement, en tout cas moi je le défendrai que ce soit naïvement, mais naïvement parce que la vie, elle demande à des moments d'être tournée vers l'espoir. Nous, on a l'espoir que tenter ce genre de choses participera à faire sortir certains débats du pays de certaines ornières dans lesquelles on est systématiquement en train de retourner, et qui font sens, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'elles sont inutiles ou tout ça, mais qui cachent d'autres choses qu'on a aussi besoin de se dire. On n'a pas besoin de se parler que de ces choses-là, on a aussi besoin de se parler de ces autres choses. Pour en revenir à la première question, donc voilà, pour dire, c'est pas du tout une recette magique. Moi, je la pose pas là, on la pose pas là comme une recette magique. Nous, c'est juste, voilà, on partage, c'est des expérimentations qu'on fait, c'est des moments humains qui ont en tout cas été des moments d'une force incroyable qu'on n'a pas rencontré en dehors de ces moments. On a fait ça, donc on avait envie de le partager. C'est ce qui peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, on le fait avec le cœur. Sur la première partie, je pense que ce que tu disais est fondamental, et le besoin d'être reconnu
le besoin d'exister chez l'autre, le besoin, et je vous l'ai dit dans l'exemple que je vous ai donné de cette copine Caldoche qui disait mais moi pour la première fois j'ai eu le sentiment que l'autre il pouvait entendre, c'était quoi ma peur, ma souffrance, mais c'est aussi la première fois que je me confrontais d'aussi de manière, non pas genre j'écoute la télé, je vois ça à l'extérieur, mais de manière intime parce que je suis là avec elle, ça fait des heures qu'on est ensemble et elle est là et je la vois et je me relie intimement à sa souffrance, c'est pas un objet que je vois à la télé, c'est quelqu'un qui est là et qui souffre devant moi, quoi. Donc effectivement, cette question de se dire et de se sentir entendu et reconnu, elle est effectivement fondamentale. Je partage moins, et tu l'auras bien compris, la première partie du propos sur la notion de victime de l'histoire, justement, parce que je pense que, et en tout cas c'est ça qui a pu être exprimé dans les groupes, ce que l'autre il te dit, c'est, tu me dis, mais si on commence à comparer les souffrances, mais le fait est que les faits peuvent être comparés. Les souffrances, effectivement, quelqu'un qui souffre, qu'il souffre pour des raisons très importantes ou pas importantes, tout le monde souffre. Je veux dire, quelqu'un qui est riche, il souffre. La souffrance fait partie de nos vies. Par contre, les faits qu'il y a derrière la souffrance ne sont pas les mêmes, ne sont pas symétriques. Et effectivement, c'est là où on est dans une situation compliqué et je pense que l'histoire a tranché le monde kanak, nous a donné, y compris, et pour moi ça fait partie des choses qui m'ont aussi beaucoup impressionné dans l'histoire de ce pays. Je veux dire, quand le monde kanak fait Nainville-les-Roches et dit je vous reconnais qu'on va faire le pays avec vous parce que vous êtes aussi des victimes de l'histoire, et il dit quelque chose qui, moi ça me met des frissons, quelque chose qui demande une sagesse très profonde. Enfin moi j'ai le sentiment de pouvoir te dire, je l'entends ta souffrance aussi, celle qui est que t'as pas choisi d'être là, quoi. T'es là et t'es arrivé avec des chaînes aux pieds, tu vois, c'est ce que tu disais. Pour autant, c'est pas parce que je te la reconnais que tu dois dire, ouais, mais on va pas commencer à comparer nos souffrances. Non, ce dont on parle, c'est qu'effectivement, tu es peut-être arrivé avec les chaînes aux pieds, mais 2-3 générations après, tu as obtenu des moyens de vie matériels et tout ça, pendant que l'autre, il était encore, et tu en témoignais tout à l'heure, indigène, naturel, tu le disais, quoi. Et effectivement, on voit bien que l'héritage de ça, c'est pas le même. Là, je fais une petite parenthèse au passage qui n'est pas inintéressante. Vous savez que dans les choses qui sont intéressantes en ce moment, c'est les avancées de la recherche en génétique, où ils sont en train de faire la démonstration de la transmission du trauma, des traumatismes. Ils sont en train de montrer, on a toujours pensé que le traumatisme, si c'est ta mère qui l'a vécu ou ton père, je ne sais pas, la génération d'avant, s'il ne te l'a pas raconté et tout ça, tu n'es pas impacté, quoi. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est que génétiquement, je ne vais pas me lancer dans l'explication, je pourrais le faire, il se trouve que moi j'ai fait des études de biologie, donc je pourrais vous le faire, mais il se trouve que c'est pas que c'est inscrit dans tes gènes au sens de l'ADN, mais la manière dont l'expression de tes gènes va se faire, elle va dépendre du contexte dans lequel les choses ont été vécues. Et ils sont en train de faire la démonstration que le trauma se transmet de génération en génération. Et bien évidemment que le traumatisme d'avoir eu vécu je sais pas quoi, enfin je veux dire on parle quand même, je veux dire d'avoir la population kanak est quand même une population qui a failli disparaître par les maladies, qui a été cantonnée dans les réserves, qui a tout ça. Bien sûr que ces traumatismes là ils sont pas de la même nature que ceux qui ont comme héritage d'être arrivés par des bagnards et tout ça, et donc on parle pas exactement des mêmes choses. Et le problème, quand tu dis à l'autre reconnais ma souffrance. Il peut te dire je reconnais ma souffrance, mais quelque part quand tu me dis on va pas les comparer, tu me dis que je n'ai pas le droit de te faire part du fait que dans l'histoire, les injustices que moi j'ai vécues, elles sont quand même beaucoup plus massives que celles que toi tu as vécues. Et c'est à mon avis ça l'enjeu de ce qui se joue un petit peu au niveau collectif. Mais à débattre justement, je pense que c'est ça qui est intéressant. Non, moi je pense que on peut pas savoir. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Ce serait dur à chaque fois si à chaque génération on doit revenir sur l'histoire des uns des autres. Parce que comme là, je pourrais te répondre, mais je ne vais pas débattre là-dessus. Et je pense qu'au niveau de la symétrie, donc c'est plutôt des débats actuels qu'il faut avoir. Je suis d'accord avec toi pour aujourd'hui par rapport aux inégalités sociales. Je suis... c'est par rapport aux discriminations... Mais donc c'est plutôt des discriminations actuelles. Je pense qu'il faut qu'on parle. Et puis si on parle de la notion d'égalité, donc par exemple là il y a 2 drapeaux, on les met au même niveau. Je veux dire si on veut vraiment parler d'égalité, c'est cette nouvelle lutte, c'est ces nouvelles ces nouveaux enjeux en fait qui peut-être qu'il faut parler.
Et à un moment, dans les souffrances, je pense que faut... Parce que pour les générations aussi qui arrivent, elles vont... Ça va être des nouvelles souffrances, on ne va pas toujours refaire l'histoire, répéter l'histoire. Et peut-être qu'il faut qu'on parle d'autres choses et des vrais enjeux, parce que sinon on va jamais avancer de ça. Puis voilà, avec cette logique, regarder le pays tel qu'il est aujourd'hui. Et savoir, par exemple, quand nous, on parle de victimes de l'histoire, quand on dit Nainville-les-Roches et tout, qui est-ce qui a reconnu avant aussi, c'est aussi l'État. Donc, qu'on parle, voilà, quand on parle de la dette coloniale et tout, peut-être qu'on reparle des vraies choses et qu'on arrête, nous, de se regarder les uns des autres, le petit nombril, et puis de savoir qui a le plus souffert et tout, et qu'on parle des vrais enjeux pour les générations futures aussi. Enfin, voilà, ça, c'est la pensée. Non, je voudrais juste dire, je pense qu'en fait, c'est juste que mon analyse de ce que tu dis, c'est je pense que toi, tu l'as fait ce travail en fait. C'est pour ça que tu n'as plus besoin de revenir en arrière. Parce que tu peux voir aujourd'hui, parce que tu as fait le chemin. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait et qui font qu'aujourd'hui, ils sont bornés dans les discussions, qui ne sont pas ouverts aux autres parce qu'ils n'ont pas encore reconnu l'autre. Et je pense que pour tout le monde, je pense que c'est important de passer par cette étape-là pour connaître son passé et reconnaître celui de l'autre sans faire une différence de valeur, pour pouvoir justement regarder ce qui se passe aujourd'hui et avancer, mais sereinement, quoi. Voilà. Après, je voulais juste poser une question sur la méthodologie aussi. Est-ce que dans ce groupe de travail, est-ce que c'est important de le faire avec des gens qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas des a priori déjà les uns contre les autres? Parce que je me dirais que ce serait peut-être une bonne idée de le proposer à nos élus. Voilà. Et je voulais vous féliciter pour le travail que vous faites, que je trouve super intéressant, et c'est encourageant de voir qu'il y a des personnes qui portent ce genre de travail. Voilà, merci. Merci beaucoup de tes petits mots de la fin. Spéciale dédicace à nos élus. Encore une fois, là, on est vraiment complètement dans entre guillemets, l'expérimentation, c'est-à-dire que ce qu'on a pu observer, c'est que dans les groupes, même des gens qui se connaissaient ont été amenés à se confronter, à vivre des trucs assez waouh. Et d'autres qui ne se connaissaient pas et pour qui ça s'est passé tout seul, d'autres qui ne se connaissaient pas et ça a été très conflictuel. On n'a pas constaté que le fait de ne pas se connaître changeait vraiment le fond des choses. Pour une raison simple, et là, moi, c'est encore une fois pas ma spécialité, mais pour vous situer, les deux copines, c'est devenu des copines là, qui nous ont accompagnés, Manal et Tal, il y en a une qui a fait des sciences de l'éducation. Donc elle s'est spécialisée sur la question de la transmission, des méthodologies, de la pédagogie. Et l'autre, elle a fait une thèse de psychologie sur le trauma des enfants palestiniens. Et donc elle est vraiment spécialiste de psychologie. Voilà, elle est chercheuse en psychologie, tout ça. Et elle expliquait que le petit groupe va venir, et ça fait partie de la méthodologie des petits groupes, hein, ça a été décrit comme une méthode de travail, vous savez bien, il y a pas mal de psys qui travaillent en petits groupes, quoi, hein. Le groupe thérapeutique est un groupe qui permet que les gens se réparent, hein, se rangent, hein. Et c'est pas pour rien, parce que le groupe vient constituer un espace à la fois qui t'oblige à cheminer, mais à la fois sécurisant, à la fois où il y a une humanité qui se construise avec les autres. Et donc, effectivement, en fait, le groupe se constitue et devient un objet à part entière. Ça a été très très bien décrit dans la psychologie, toujours. Le groupe devient un objet à part entière et les individus se sont... Et quitter le groupe est très très dur. Nous, on a eu, je l'ai pas raconté, hein, mais puisque on en parlait tout à l'heure, ça a été un de nos moments d'échec, hein, malheureusement. Il y a une des personnes qui a pas supporté. Il y a une des personnes qui a quitté le groupe, quoi. Vous pouvez peut-être regarder qui voilà. Donc je vous présente bien où elle est pas. Ouais, viens te. Ce que je voulais juste dire, je ne sais plus ce que je voulais juste dire. Je voulais juste dire que je lui fais un hommage parce que j'aurais beaucoup aimé que tu puisses partager cette parole, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des moments où et j'en suis persuadé, pouvoir dire une partie des choses que j'ai dit n'a pas la même valeur, n'a pas la même saveur, n'a pas le même ancrage quand il est dit dans ta bouche ou dans la mienne. Et que, y compris, c'est un chemin qu'on a fait ensemble, donc ça aurait été important de pouvoir le partager. On était sur la méthodologie et je ne sais plus ce que je disais, donc j'en suis bien désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, on clôt ici
Et je vous propose, pour ceux qui veulent encore passer un petit moment, on reste sur le deck et on profite surtout de Pierre qui vient d'arriver. Merci beaucoup.